médias. Le monde, c'est nous. Il dit chose, il dit le contraire. Oh, c'est compliqué, hein? Eh bien, bon retour. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le débat panafricain, deuxième partie du débat. Et nous abordons la question ivoirienne, ou si vous voulez, la question de la libération provisoire du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Beaucoup de choses ont avancé du côté de la Cour pénale internationale. Au départ, les juges qui étaient réticents à cette question de libération, eh bien, tous les trois juges sont tombés d'accord. Mais le débat se poursuit avec cette question des mesures qui ont été imposées, en tout cas proposées par le procureur de la CPI. Eh bien, Hubert Etoundi, il y a 2 ou 3 jours, en tout cas 2 jours pour être plus exact, nous célébrions quand même cette nouvelle, puisque les voyants sont ouverts en tout cas. En tout cas, les voyants restent ouverts, mais nous sommes en face de l'état dictatorial du monde. Et qui a toutes les facettes et les facilités possibles de jouer en sa faveur. Je veux peut-être vous lire, en fait, je veux lire à l'attention du monde un extrait du livre de François Mattei. François Mattei et Laurent Gbagbo, parce que c'est un témoignage. Pour la justice et la vérité. Voici ce que dit Laurent Gbagbo dans l'un des extraits. Faire bouger les choses, s'opposer au diktat, ce n'est pas facile. Ce qui m'arrive est une illustration. Nous ne sommes libres qu'en apparence. À l'intérieur de la cage où l'on nous a mis, nos finances et notre économie sont sous tutelle. Sans poids réel au niveau international, menacés d'être mis à l'amende si nous n'obéissons pas. La Côte d'Ivoire avait les moyens de quitter cette dépendance. Je m'apprêtais à le faire. Alors, et c'est là qu'il faut bien écouter, je suis toujours dans la citation, alors, à la fin, Sarkozy a pris un gourdin. Il faut noter ça en capital letter, comme disent les Anglais. Alors, à la fin, Sarkozy a pris un gourdin. Aujourd'hui, je comprends qu'on voulait une issue brutale et définitive. On a voulu m'empêcher de poursuivre ma route. Quand j'ai dit cela... Fin de citation. Fin de citation. Quand j'ai dit cela, il n'y a pas de procès dans cette affaire. Il n'y a même pas de justice dans cette affaire. C'est un innocent ou ce sont 2 innocents qui ont été déportés. Alors on comprend à travers cela que la Côte d'Ivoire était sur le chemin de la libération. Sur le chemin de la libération, sur le chemin de la prise en main de son autonomie, passant par fin dont on parlait tout à l'heure de la forme de l'État. Oui. Hein? Il y a des éléments de souveraineté. Quand vous n'avez pas ces éléments de souveraineté, Laurent Gbagbo le dit très clairement, nous ne sommes libres qu'en apparence, à l'intérieur de la cage où on nous a mis. Nos finances et notre économie sont sous tutelle. Ça dit tout. Ça veut dire quoi? La farce que nous vivons à la Cour pénale internationale, je pourrais donner d'autres citations hein, parce que j'ai parcouru quand même ces livres. Et peut-être qu'ici, il va falloir qu'on achète ces livres et qu'on le mette ici. Non, juste ce livre. Et qu'on le laisse ici. Quand les gens entrent ici, qu'ils lisent d'autres témoignages, je veux laisser peut-être le soin à d'autres, des témoignages où des mallettes d'argent ont circulé. Avec des personnes qui sont encore vivantes ou des personnalités qui sont vivantes. Et qui ont régné le président Gbagbo à un moment. De quel procès parle-t-on? Hein? Donc il n'y a pas procès. La mise en liberté provisoire, nous l'avons dit en semaine, la mise en liberté provisoire est chapeautée par une demande d'acquittement. Oui. C'est-à-dire que la défense, après avoir démonté pièce par pièce, le dossier fallacieusement fabriqué par la procureure, Madame Fatou Bensouda, est arrivé à la demande d'acquittement. Oui. Parce que le dossier est vide. En tout cas, c'est la revendication principale. Voilà. Parce que le dossier est vide, il faut acquitter Laurent Gbagbo et laisser Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé
en liberté. Oui. Mais comme ça traîne, c'est pour ça que la défense a pris fait et cause d'introduire donc la demande en liberté provisoire. Et cette demande de mise en liberté provisoire est tout à fait juridiquement fondée parce que nous allons là dans le dépassement des délais de détention ou de prévention au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, il ne serait plus, après cette fin du mois, il ne serait plus possible que juridiquement la Cour pénale internationale puisse garder Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dont le dossier est vide. Parce que le dossier étant vide, on parle de quoi? On dit quoi? On justifie quoi? Il y a quoi? Puisque les témoins à charge se sont reculés. En fait, ils se sont avérés être à des charges. l'inverse. Hein? Donc ici, il n'y a pas de procès. Le dossier est vide. Tout est nul dans cette affaire. Et on comprend donc que les tractations qui ont lieu aujourd'hui, c'est les tractations pour que, en réalité, ce que Laurent Gbagbo dit ici, il dit la Côte d'Ivoire avait les moyens de quitter cette dépendance. Je m'apprêtais à le faire. Alors, à la fin, Sarkozy a pris le gourdin. Sarkozy, c'est la France. La France gouvernante de cette époque-là. Et une autre citation, je vais la lire après ce passage, tout à l'heure. Il faut voir la manière brigandière, la manière hautaine, la manière insolente avec laquelle Sarkozy a pratiqué. C'est cela aujourd'hui qui est en train de se jouer dans les tractations pour que la France ne perde pas la face. Pour que l'Occident, et d'ailleurs, je salue Barack Obama qui est à la retraite parce qu'il n'est plus président, puisqu'il avait aussi partisé dans cette affaire de déporter Laurent Gbagbo, d'aller bombarder un palais présidentiel où un président était. Donc voilà, quand on dit célébrer une mise en liberté, il n'y a pas de procès dans cette affaire. Il n'y a pas de procès. Vous ne pouvez pas faire un procès, hein, je disais ça tout à l'heure, vous ne pouvez pas faire un procès lorsqu'il y a deux parties. Vous avez seulement une partie, ou un parti, si vous le voulez, qui est à la barre. Où est l'autre partie? Donc il n'y a pas justice. C'est une mascarade, c'est une justice qui a été faite tout simplement pour empêcher la trajectoire de libération de la Côte d'Ivoire et partant celle de l'Afrique. Ouais. Je vais sortir par là. Ouais. Il nous a été dit que l'Occident tient le temps. Je suis fermement opposé à cette affaire. C'est-à-dire, l'Occident ne tient pas le temps. Si l'Occident tient le temps, il ne tient le temps que par les gourdins. Il ne tient le temps que par les chars. Il ne tient le temps que par les canons. Il ne tient le temps que par les mensonges. Il ne tient le temps que par la prédation, par le vol, par le banditisme. Ça fait autant d'éléments qui font en sorte que l'Occident tienne le temps. En réalité, voilà ce que... Lisez le livre François Mattei. Vous savez de qui on parle? C'est une personnalité en France. Donc lorsqu'il prend fait et cause de dérouler les témoignages de ces mensonges orchestrés, hein, par son propre pays, c'est pour dire qu'en réalité, la France ou l'Occident doit se repentir dans cette manière de considérer l'Afrique. Mais en définitive, c'est l'Afrique elle-même qui doit aussi s'investir. Et je parlais de ça dans la reconstruction, la redéfinition de la conscience noire. Hein? De ces, j'achève définitivement par là, de ces États néocoloniaux qui nous gouvernent, où en réalité on n'a pas les manettes de notre mobilité ou de nos gouvernances en fonction de ces États. Merci Hubert Etindo. Alors Bertrand Tachinda, alors on a quand même envie de s'interroger. Pourquoi tout ce suspense à la Cour pénale internationale? Qu'est-ce qui se passe? Bachir, je vais dans la même démonstration que M. Hubert Etindo. Il se passe que il faut sauver la face de la Cour pénale internationale. Il faut voir dans quelles conditions on peut libérer le président Gbagbo et surtout il faut essayer de voir les rapports et la situation politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes pratiquement à l'aube, au début de 2019. La Côte d'Ivoire a une élection présidentielle en 2020. Oui. Et la situation, la libération du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé peut et va radicalement changer en quelque sorte les jeux, oui, les enjeux et même les stratégies des différents groupes. Déjà, il faut dire que
je l'ai dit ici vendredi, c'est que la Cour pénale internationale peut user tout simplement d'un vice de procédure et libérer le président Gbagbo. Il va être arrêté de façon la plus cavalière que ce soit, sans une entorse terrible au droit. Donc, il peut user de ça pour se sauver elle, pour sauver un peu la face. Et le procureur, c'est pas aujourd'hui que le procureur, on va constater que le procureur n'a pas d'éléments, c'est qu'avant même le début du procès, c'est-à-dire qu'on va demander au procureur de mieux étayer en quelque sorte son mémoire d'accusation. C'est-à-dire qu'avant que le procès ne commence, le procureur nous avait expliqué qu'il a déposé des tonnes de documents avec un certain nombre de preuves. Et bien, quand les juges vont parcourir ça rapidement, ils vont expliquer que ça ne tient pas pour un procès pénal du genre où on tient des gens responsables de crimes contre l'humanité et contre le crime de guerre. 82 témoins plus tard, 2 ans et demi d'audience plus tard, eh bien, on va demander au même procureur de mieux étayer son mémoire d'accusation. Et même, on va demander à la défense d'avoir la possibilité de pouvoir plaider l'acquittement. C'est-à-dire une façon juridique de dire que cette histoire-ci, c'est compliqué. Entre-temps, la situation politique en France a changé. C'est-à-dire que c'est le président Sarkozy, en fait, qui fait arrêter le président Gbagbo, mais les problèmes du président Gbagbo commencent sous Jacques Chirac. C'est clair, le président Gbagbo le dit, d'un certain nombre de pressions. D'ailleurs, dans le livre de M. François Mattei, il explique que l'épisode des chars se dirigeant vers sa résidence, c'était un coup d'État. Oui. Et vous savez qui la France voulait placer à la tête de façon intérimaire? C'était son chef d'état-major des armées à l'époque, le général Doué. Et le général Doué se dégonfle. Le président Gbagbo dit que les chars ne l'attaquent pas parce que généralement, la France manigance et dit, s'entend avec un certain nombre de relais et dire qu'il faut faire dégager le président Gbagbo et à la place, effectivement, on mettra le général Doué. C'est parce que le général Mathias Doué s'est dégonflé en fait que, effectivement, le commandant en chef des troupes françaises va expliquer qu'on s'est trompé plus ou moins de direction. C'est-à-dire, il le raconte clairement. C'est-à-dire, encore un coup d'État, effectivement, de la France pour contrôler nos États. Une autre anecdote dans ce bouquin, eh bien, monsieur Hubert Etundi, vous avez certainement lu la partie où il raconte la fameuse partie du restaurant avec toujours ce monsieur Bourgi qui lui demande carrément de faire financer les élections de 2002. De 2002. Or, en 2002, qui se présente en 2002? C'est Jacques Chirac qui se présente en 2002. C'est le deuxième mandat de Jacques Chirac. Jacques Chirac étant arrivé, je crois, en 94, après la fameuse épisode avec Édouard Balladur, qui devait éventuellement, en fait, être Premier ministre et préparer son arrivée et qui va se présenter, c'est Jacques Chirac qui se présente en 2002. Donc, vous voyez donc que la Chiracie, c'est la Chiracie qui va commencer à vouloir égorger, pratiquement faire arrêter le président Gbagbo. Monsieur Sarkozy ne va faire en quelque sorte que continuer cette histoire. Sauf que Bachir, il y a en fait un fait politique nouveau. Lequel? C'est-à-dire que la grande interview du président Henri Konan Bédié. Oui. Ça nous permet de voir cette histoire de façon différente. Cette interview, j'avoue, a été assez intéressante. C'est-à-dire assez intéressante. Pour une fois, j'ai aimé écouter et suivre le patriarche Bédié. J'ai toujours été très dur envers cet homme. Parce que, de mon point de vue, il ne va pas savoir gérer tout l'héritage qu'on va lui transmettre. C'est même monsieur à qui Dieu a tout donné. On va lui donner un État plus ou moins construit, le président Oufouette. On va lui donner un parti solide avec des grands cadres. Konan Banyi, Dona Fologo, Parti uni. On va lui donner même un palmarès. C'est-à-dire que quand on lui remet en fait le pouvoir, la Côte d'Ivoire, c'est 1,5 million de tonnes de production de fèves de cacao, dont le président Bédié avait tout pour faire de la Côte d'Ivoire le véritable éléphant de la CEDEAO. Mais il ne va pas anticiper, il ne va pas lire l'avenir. Il avait, le président Bédié, que de jouer sur 2 principales arts, de mon modeste point de vue. Essayer d'ouvrir un peu sur le plan des libertés, parce qu'on ne pouvait plus continuer à étouffer cette frange d'Ivoiriens qui se disaient qu'on ne peut plus continuer à gérer la Côte d'Ivoire de cette façon, notamment les nationalistes comme les Laurent Gbagbo qui disaient que c'est plus possible, et surtout faire muter l'économie de la Côte d'Ivoire véritablement vers la transformation. Alors, à 30% de transformation de fèves de cacao, la Côte d'Ivoire peut résorber pratiquement sur 1,5 million de chômeurs, c'est-à-dire qu'à 600 000 tonnes de transformation de cacao. Mais le président Bédié va continuer sans anticiper et va se retrouver avec la chute des cours de matières premières à gérer les conditionnalités du Fonds monétaire international. Corruption, pauvreté, endettement, misère. Et c'est comme ça qu'une petite revendication
petite revendication d'une frange de l'armée ivoirienne va faire tomber le président Bédié. Donc, ce patriarche-là est véritablement à la base des premiers problèmes de la Côte d'Ivoire. Alors, en quoi son entretien vous semble-t-il L'entretien est important? très intéressant parce que il a pris de l'âge, le président Bédié, et là, il parle un peu comme un sage. C'est-à-dire qu'il redevient véritablement patriote. Déjà, de un, il confirme que le divorce est consommé au sein du RHD. Vous savez qu'il y avait deux visions différentes. Pour le président Bédié, il était question d'abord de désigner le candidat. Et le candidat devait être un candidat PDCI, après que le PDCI ait deux fois soutenu, en fait, le RDR, et aller vers le parti unifié. Pour le président Ouattara, la vision n'était pas tout à fait comme ça. Elle était tout simplement de bâtir un grand parti, c'est-à-dire le RHDP unifié, et à l'intérieur de voir les potentiels candidats et pouvoir désigner le candidat. Donc, cette vision-là, dont le président Bédié consomme véritablement le divorce. La deuxième des choses intéressantes, c'est qu'il nous apprend qu'il est en contact avec le président Gbagbo. Ah ben ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si des enfants de Côte d'Ivoire, des patriarches de Côte d'Ivoire, des hommes politiques de haut vol en Côte d'Ivoire peuvent se parler après tout ce qui s'est passé en 2010, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Il nous apprend qu'il est en discussion avec le président Gbagbo. Il nous dit même qu'il a adressé un courrier au président Gbagbo pour des manœuvres politiques Bachir. Pour mettre une plateforme. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Mais en tant qu'initié, je parle bien du président Bédié, en tant qu'initié, est-ce que cette démarche ne vous semble pas un peu calculatrice? Parce que là, est-ce qu'il ne suit pas tout simplement le cours du vent? Bachir, nous sommes en politique et nous avons un problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et vous avez trois grands pôles. Quoi qu'on dise, M. Ouattara représente quelque chose en Côte d'Ivoire. Vous avez M. Soro aussi, c'est-à-dire pour l'instant, il est lié au pôle de M. Ouattara. Vous avez M. Bédié et vous avez M. Gbagbo. Donc, vous ne pouvez pas mener un processus de réconciliation sans que véritablement ces trois patriarches ne puissent discuter. Donc, les discussions en ce moment qui ont lieu entre M. Bédié et le président Gbagbo sont des discussions que nous ne pouvons qu'encourager. Nous ne sommes pas naïfs, nous sommes en politique. Déjà même, vous aviez la jeunesse, une certaine jeunesse du PDCI et la jeunesse du COGEB, je crois, du COGEB, du parti du ministre Blé Koudé, qui se parlaient à Paris et qui se rencontraient, avec aussi, en quelque sorte, les représentants de la jeunesse du FPI. Donc, les discussions au niveau des jeunes ont commencé et c'est bien pour ce pays. Mais sauf que, Bachir, nous, les panafricanistes, nous n'avons qu'une envie. C'est-à-dire qu'en 2020, véritablement, un nouveau vent souffle sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Hubert, écoutez, vous parlez des économies sous tutelle. Mais comment un éléphant comme la Côte d'Ivoire peut rester une économie sous tutelle? C'est-à-dire que la libération de la Côte d'Ivoire, c'est la libération de la CEDEAO. Et par effet d'induction et par effet de mimétisme, ici dans la CEMAC, ça va créer aussi des votes. Nous sommes déjà engagés dans la CEMAC à un véritable processus de libération. Nous avons généralement des présidents ici qui commencent déjà à être, c'est-à-dire à ne plus obéir de doigt et à l'œil de Paris. Donc il est de notre intérêt, il est de l'intérêt de l'Afrique qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pays important dans la CEDEAO, ait une économie véritablement souveraine. Donc pour nous, en 2020, il faudrait véritablement que ceux qui vont arriver au pouvoir puissent, pas comme d'un coup de baguette magique, on peut éjecter la France de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique, mais il faut que ceux qui y arrivent véritablement, un peu soit-il, pensent d'abord à la Côte d'Ivoire. Et là, véritablement, nous pensons que en se parlant, pour des questions de paix, parce que pour l'instant, il est question de la paix, le président Bédié, en parlant avec le FPI du président Gbagbo, en acceptant même, oui, d'une certaine façon, le FPI va accepter les excuses de M. Guillaume Soro. Vous savez tout ce que je pense de ce monsieur, mais c'est un acteur important, c'est un acteur politique important. Donc, en politique, on peut se dire que le discours du président Bédié peut aller véritablement dans le bon sens, d'abord uniquement sur le plan déjà même, comment on va dire, que de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les plaies sont encore relativement béantes. Et enfin, Bachir, il va falloir à un moment donné aussi se poser la question c'est-à-dire de nouveaux rapports et de nouvelles relations que nous devons avoir avec la France. Parce que
M. Parfendom a dit quelque chose, c'est même pas seulement au Cameroun, M. Parfendom. C'est-à-dire que même la Côte d'Ivoire doit poser, c'est-à-dire que doit s'asseoir et se dire que, c'est-à-dire qu'il faut questionner et faire un audit de cette relation avec Paris. Regardez un pays qui a 2 millions de production de fèves de cacao, une richesse. Vous savez ce qui va industrialiser la Malaisie? C'est l'huile de palme. La Malaisie va bâtir uniquement sa postérité au point de devenir aujourd'hui un petit dragon à 9% de taux de croissance et de rendre tous les Malaisiens heureux à partir de l'huile de palme. Donc cette fève de cacao qui est un don de la Côte d'Ivoire. À côté de ça, vous avez la noix d'acajou. À côté, je ne parle pas d'autres richesses. Une transformation à 30%, c'est-à-dire aujourd'hui, ils en sont à 2 millions de tonnes. Ça veut dire que 650 000 tonnes de transformation de premier degré, c'est-à-dire en termes de poudre de chocolat, résorbe 1 million d'emplois et avait les effets induits sur d'autres vecteurs de l'économie. Comment est-ce que la France peut refuser ça à un pays aussi puissant et aussi grand que la Côte d'Ivoire? Grosse question. Donc je suis d'accord avec M. Parfendom que c'est-à-dire que l'état des lieux ne concerne pas seulement le Cameroun, c'est pratiquement les pays de la zone franc. Nous devons nous dire que véritablement avec la France, quelle nouvelle relation on doit bâtir et faire un état véritablement des lieux de cette situation. Merci Bertrand Tatinda. Et bien passé en Parfendom, c'est vrai que je vous réservais pour la fin du premier tour de table, mais Bertrand vous a tellement évoqué que je me sens obligé de vous passer la parole. Je suis heureux que sur ces questions-là, on commence vraiment à bien se comprendre. Et tout à l'honneur de Bertrand, de vite, n'est-ce pas, et comprendre cette situation-là. Écoutez, la question du contentieux historique que j'ai évoqué pour le Cameroun, mais regardez autour de nous, il est valable pour la Centrafrique. Oui. La Centrafrique est un pays riche. Si on parvient à purger la question du contentieux historique franco-centrafricain, la Centrafrique devient un dragon. Oui, bien sûr. La Centrafrique devient un dragon. Ici, chez nous, il est plus poignant parce que le Cameroun est le seul pays en Afrique noire, au sud du Sahara, où des populations ont pris les armes pour revendiquer leur souveraineté. Et ils ont été écrasés dans le sang. Mais il faut avouer que cette revendication n'a pas commencé par les armes. Elle a d'abord été sur le plan du droit international. Où Ruben Ouniobe allait battre la France à plate couture à l'ONU. C'est quand la France a déclenché cette guerre-là contre le peuple camerounais que le peuple camerounais, pour se défendre, a été obligé de prendre des armes. Et donc on revient à la Côte d'Ivoire. Alors, mais justement, pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour dire, je suis d'accord avec Bertrand sur ce qu'il a dit. Mais moi, ce qui m'a intéressé avec ce qui s'est passé là en fait, c'est que bon, on peut épiloguer. On peut dire Gbagbo c'est un démon. Gbagbo c'est le diable. C'est le type qui a fait ci, qui a fait ça, qui a massacré son peuple, qui n'aimait pas son peuple. Mais le résultat, le peuple n'a pas donné le résultat. Vous mettez le monde à vue. Ce qui s'est passé là, à Abidjan et en Côte d'Ivoire, et où toute l'Afrique était, c'est-à-dire aux aguets pour attendre le verdict, ça veut dire que ce monsieur-là, c'est même le peuple africain qui a donné le verdict qu'on a prétendu ce pays ne peut pas donner. Ça veut dire que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a raison. C'est lui que nous voulons. Si vous estimez que c'est le démon, nous on veut notre démon là. C'est lui qui convient avec nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, là maintenant, moi je crois que les jeux sont faits. Les acteurs politiques ivoiriens là, et même africains, même les gens qui jouent en coulisses pour continuer de négocier avec la France pour qu'on continue de nous maintenir là, mais qui sont les Africains à la peau noire, Gbagbo les a écrasés. C'est clair. Ce qui s'est passé là au début, à la fin de cette semaine, les a complètement laminés. Pourquoi? Et vous nous l'expliquez. Parce que Gbagbo est dans la voie des peuples fondateurs de la résistance africaine. Les autres qu'on essaie de couvrir le manteau de panafricains, ils sont ailleurs. C'est pour ça que le peuple ne les aime pas. Je vais loin. Si on dit aujourd'hui que M. Faure Yadima a été dégagé de Togo, vous allez voir quoi? Parce qu'ils sont sérieux. Mais regardez Gbagbo, quelqu'un qui a la Cour pénale internationale, qui n'a rien, qui n'a aucune emprise, d'autres présidents qui est là, qui a eu des choses à porte de bonheur. Mais à la simple annonce que le Woudi de Mama va rentrer, c'est l'ébullition totale dans toute l'Afrique. Ça montre que les Africains savent vraiment et savent être reconnaissants vis-à-vis de ceux-là qui continuent de leur montrer le chemin, qui continuent de les aider à aller de l'avant. Le monde entier doit retenir ce geste-là.
Et c'est pour cela que nous invitons l'ensemble de nos chefs d'État à dire n'ayez plus peur. Voilà. Les peuples africains savent reconnaître ceux qui se battent pour eux. Et ces peuples-là seront reconnaissants. Si jusqu'aujourd'hui, les gens continuent de donner les enfants, de donner naissance à des enfants, à qui ils donnent le patronyme, le patronyme de Sankara, par exemple. Oui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais vous avez vu, là, depuis que vous baladez là, un enfant qui s'appelle Kazaboubou, un Camerounais, ou bien Tchombe, mais il y a plein de Lumumba, non? Oui. Vous comprenez? C'est ça, le sens de l'histoire. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à faire, mais c'est la voie royale. On ne peut pas tricher avec ça. On ne peut pas tricher avec cette réalité. Les Africains veulent être dans le Conseil des Nations comme des êtres à part entière. Le ravalement au rang la bête que la prétendue communauté internationale ne peut plus être acceptée. Donc je dis merci au président Laurent Gbagbo. Ce courage, merci au peuple de Côte d'Ivoire qui a démontré qu'ils savent reconnaître ceux qui sont vraiment à la suite de la longue marche des pères de la résistance africaine pour que l'Afrique soit enfin libre. Parce que notre Afrique n'est pas libre. Oui. C'est pour ça qu'il y a cette question de contentieux historique, Bertrand. L'Afrique francophone n'est pas libre. Elle n'est pas indépendante. C'est une indépendance factice que nous avons. Dans ma langue, nos parents disaient Koundé Isegi, c'est-à-dire que l'indépendance est encore suspendue. Il faut qu'on continue de lutter pour qu'on la décroche définitivement. C'est pour ça que quand je vois souvent les débats, on dit « Oh, il n'aime pas Paul Biya, il soutient ». J'ai dit que non. Le président Biya est l'émanation du vol, de la violence qui a été exercée sur notre peuple, et c'est ça le pouvoir de Yaoundé. Si ce pouvoir est incapable de muter, n'est-ce pas, pour devenir un pouvoir réellement nationaliste, il faut qu'on pense réellement à le mettre de côté. On n'a pas le choix. La balle est dans leur camp. Allez de jouer. Ça peut durer 10 ans, mais ça viendra, ça va finir par arriver. Parce que c'est la voie royale. Quand on a des leaders historiques comme Kwame Nkrumah, quand on a des leaders historiques comme le grand Auguste Nonetto, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un très grand panafricain, dont le sacrifice a été énorme pour que l'Afrique sur raciste ne vienne pas dominer complètement le golfe de Guinée. Avec le sacrifice du peuple angolais, quand on a des dirigeants comme ça, on est plus libre, Bachir, si on se dit panafricain. Parce que la voie a été toute tracée. Ou tu suis cette voie-là, ou bien tu vas à travers la voie. C'est pas compliqué. Donc, merci au président Gbagbo. Pour moi, le verdict a été donné à la fin de cette semaine-là. C'est terminé. Maintenant, le cinéma que monsieur, comment vous appelez, le faux procureur, là, il a un procureur, comment ça s'appelle? McDonald. C'est un raciste de la pire espèce, un raciste primaire. Le petit cinéma qu'il essaie de faire là ne marchera pas. Alors, pour rentrer à la CPI, le débat se fait aujourd'hui sur les conditions de la liberté ou de la libération de Charles Blé Goudé et président Laurent Gbagbo. C'est là où tout le débat se situe. Bracelet électronique, couvre-feu de 23h à 3h du matin. Comment vous analysez ça? Est-ce que ça vous semble juste, en tout cas pour des personnalités comme celle-là? On n'est pas quand même face à des voyous ou des bandits de grand chemin? C'est du racisme, Bachir. Sarkozy en liberté, non? Oui. Il monte, il descend, il fait ce qu'il veut, non? Souvent, il vient même dans certains pays africains, il tient même des conférences, il est même pays rebus sur ongles, comme c'était le cas au Congo-Brazza. Il faut dire sa vérité, non? Mais il se balade, non? C'est un criminel de guerre. Mais il est libre. Vous avez vu quand Mme Bensouda a tenté de dire qu'elle va essayer d'enquêter sur les soldats américains. Vous avez écouté ce qu'on lui a dit. Si elle est forte, comme elle dit qu'elle est femme, qu'elle doit affronter les Américains, on verra. Pourquoi c'est nous qui sommes les moins chers? J'ai dit que le peuple africain a donné le verdict. Laurent Gbagbo est innocent et il faut le libérer. Les histoires de bracelets électroniques, de couvre-feu, ça ne marchera pas. Et nous n'allons pas l'accepter. Et je suis convaincu que le président Gbagbo ne l'acceptera pas. Oui. Quitte à ce qu'il continue de le maintenir en détention. Ou il le libère. Ou alors, qu'il réponde à leur maître que nous les Africains, on ne pourra pas accepter une pareille énième humiliation de notre peuple, tout simplement parce qu'à la face du monde, nous avons démontré juridiquement que nous avons raison. Le procès qu'il y a eu à la haine, le prétendu procès, en fait, c'est la question de notre assujettissement, n'est-ce pas, à l'ordre colonial. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien d'autre à faire. Tant que vous avez donné les chiffres, vous avez donné les pourcentages. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu prends la Côte d'Ivoire, tu prends le Ghana, tu prends le Nigeria, tu prends le Cameroun, mais la bourse du cacao vient au golfe de Guinée.
Ces pays que j'ai cités là, à eux tout seuls, ils ont peut-être au moins quelque chose comme 70 à 80% de la production mondiale de cacao. Oui. On parle encore de quoi? C'est fini. C'est eux qui commencent à fixer le prix du cacao. Et nous avons de nouveaux acteurs qui consomment le cacao. Par exemple, la Chine. Oui. Ils parlent de plus en plus d'ailleurs. De première transformation. Mais disons première, deuxième transformation. Beurre de cacao et puis cette poudre-là. N'est-ce pas? Ça va donner du travail à tous nos enfants. Mais maintenant, on dit non, il y a des problèmes de réchauffement climatique. Il ne faut pas détruire les forêts. D'accord. On ne va pas détruire les forêts, mais la compensation, c'est quoi? Donc, nous, on va rester tellement de gens pauvres. Et comme ça, c'est nous qui fixons le prix du beurre de cacao. Ouais. C'est nous qui, la poudre, c'est nous. On peut dire qu'un kilogramme maintenant, c'est peut-être 100 000 francs. Après, on doit laisser. Ils vont faire comment? Ils ont besoin, ils vont manger. Ils vont acheter. Les prix là qu'on nous fixe là, pour les biens et les voitures, les électroménagers, est-ce que ça peut correspondre à leur coût réel? Pourquoi on nous les impute? C'est parce que nous sommes encore le stade dominé. C'est pour ça que je vous ai dit, et je reviens toujours sur cette question-là. Tant qu'on ne sera pas l'unité politique de notre continent, c'est le bâton magique pour la quête de notre souveraineté. Je dis que même sur le plan sous-régional, imaginons seulement qu'en Afrique centrale, tous nos États-là deviennent un État fédéral. Vous avez le Tchad, producteur de pétrole, le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon. Vous imaginez ce qu'on peut produire? Là, des de producteurs de cacao, de café, de coton, de bois. On a de l'or, on a du diamant, on a du fer, on a tout ça. Comment se fait-il qu'avec toutes ces richesses-là, nos dirigeants de moment ne comprennent pas la nécessité de se mettre ensemble, de commencer vraiment à avoir des politiques, n'est-ce pas, des synergies politiques qui nous permettent d'aller de l'avant. Pourquoi c'est compliqué, Bachir? On va revenir au football. Je donne ce chiffre. Le Gabon a dépensé presque 1000 milliards pour les deux canaux réunis. Mais au Gabon, aujourd'hui, il n'y a pas de manioc. Il y a une pénurie terrible de manioc. Et comment vous pouvez expliquer ça? Il n'y a que chez nous qui a de pareilles hérésies. Mais simplement parce que justement, on n'a pas encore purgé le contentieux historique avec cette France-là. On n'a pas encore purgé le contentieux historique avec cette Europe prédatrice et ce monde de la finance internationale. Quand on va régler ça, ces questions-là seront derrière nous et nous pourrons avancer pour le bonheur de nos enfants. Merci, patient parfait d'homme. Allez, on va aller à Yaoundé, Hubert. On va aller à Yaoundé. Jean-Arthur Aoumou, nous sommes avec vous. Jean-Arthur Aoumou, est-ce que vous pensez que l'annonce de la libération qui avait été faite, en tout cas, on l'a suivi comme ça par plusieurs réseaux, est-ce que cela aurait pu être ou serait un ballon d'essai de la CPI pour, pourquoi pas, juger et même étudier les conséquences d'une éventuelle libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Parfaite question, mon cher Bachir. Vous avez effectivement mis le doigt où il le faut. Effectivement, l'annonce de la libération du président Gbagbo, du ministre Blé Goudé, a été un ballon d'essai que les cercles impérialistes et la France-Afrique ont testé en grandeur nature. Est-ce que le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé sont toujours populaires et adulés par leur peuple? La réponse a été foudroyante. Oui. Le peuple africain, le peuple ivoirien veulent et réclament leur leader. La jeunesse africaine veut son leader. Blé Goudé. Le peuple africain veut son leader, le président Gbagbo. Et ils l'ont testé en grandeur nature et ils ont vu. Ça leur a donné des sueurs froides. Ça veut dire que les 20 ans, on achemine déjà cela, où ils ont mis tous les moyens en jeu pour effacer tout ce que le président Gbagbo a eu à semer de positif, de grand en Côte d'Ivoire. Ils ont vu qu'ils n'ont pas pu écraser cela. Au contraire, ça s'est mis à croître. C'est ça leur stupéfaction. Ce qui veut dire que le lobby néocolonial de Paris et les sectes impérialistes se sont bel et bien rendus compte que ces deux-là, libérés, vraiment la Côte d'Ivoire de papa est morte.
la CEDEAO dont vante toutes sortes de démocrates de la 25e heure sur sa démocratie néocoloniale, celle-là aussi, cette est morte. Parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Perpétuer leur main basse sur les richesses de la Côte d'Ivoire, au détriment de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien, perpétuer leur main basse sur les richesses de l'Afrique de l'Ouest, aux dépens des peuples de l'Afrique de l'Ouest et au profit du lobby néocolonial de Paris et des cercles impérialistes. C'est ça la véritable question. Maintenant, aujourd'hui, puis dans leur propre contradiction, ils voulaient un peu faire bonne figure. On attrape des gens sous des fallacieux sauveurs humanitaires. On en a vu quelques défenseurs du droit de l'homisme en parler. Heureusement, ils ont disparu d'eux-mêmes. Crime contre l'humanité, crime de guerre. On a vu que le dossier est vide. Vide. Pas d'éléments matériels considérables. Même d'un seul paragraphe, ça n'existe pas. Leurs propres témoins choisis par eux-mêmes, financés par eux-mêmes, nourris par eux-mêmes, leur ont dit, vraiment, tout qu'on fait, les deux là, ils sont quand même pour rien. On leur dit que vous n'êtes pas venus ici à la haie pour ça. Ils ont pensé à dire, les deux là, ils sont pour rien. C'est ça qu'il s'agit. Eux qui nous donnent des leçons sur les droits de l'homme, les présomptions d'innocence, on les a vus. Pendant 7 ans, comment ils ont eux-mêmes piétiné la présomption d'innocence. 2 accusés présumés. On les a vus comment ils ont violé le droit international. Parce que rappelons toujours que le ministre Bégoudé a été kidnappé au Ghana par les renseignements franco-ivoiriens. Et cela au mépris du droit international sur les réfugiés politiques. Le président Gbagbo a été déporté. Cela au mépris de la charte de l'ONU sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Après l'agression impérialiste de la France néocoloniale et ses soutiens de l'OTAN. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ils sont donc gênés. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de nous parler des conditionnalités. On parlait des bracelets, des GPS. Mon cher Bachir, ces conditionnalités montrent que dans le subconscient collectif occidental, l'esclavage n'a pas du tout disparu. Le nègre est encore un sous-homme. Hier, c'était les chaînes et les jarrets coupés contre les Noirs rétifs à l'esclavage, contre les Noirs qui, malgré cela, voulaient se libérer, même étant là-bas aux Amériques. La version moderne aujourd'hui, c'est les bracelets électroniques et les couvre-feux. On donne un couvre-feu à un jeune homme qui n'a même pas demandé à être en Europe. Son problème, c'est de rentrer en Afrique et d'être au milieu des siens pour essayer de faire avancer les siens. Dit qu'on peut le mettre sous couvre-feu. Non sans l'avoir piétiné une fois de plus, ses propres droits à la défense là-bas. À la cour impérialiste négrophobe, qu'on appelle très improprement la CPI. C'est ça qu'il s'agit. Et là, ils sont coincés. Ils sont coincés parce que cette attraction dure, le suspense dure, mon cher Bachir. C'est parce que les 7 impérialistes et le lobby néocolonial de Paris ne savent pas à quel sens se vouer. Ah oui, parce que quand on y regarde de tout près, si on se situe sur l'angle juridique, en droit, on dit, après avoir regardé ces éléments, à tort, dans tous les sens, on déclare un non-lu. Quand cette cour-là veut quand même encore essayer de sauvegarder son honneur. Mais comme le disait Hubert Etoundi, c'est un problème politique dès le départ. Et dès l'arrivée, c'est un problème politique. C'est un problème d'émancipation des peuples noirs. Et cela, il n'y a pas que les peuples dits francophones qui seraient sous, qui ont le problème de libération.
je dis bien, les 3/4 de l'Afrique, anglophone ou francophone, sont sous le joug néocolonial, soit de Paris, de Washington. Et donc le problème néocolonialisme est un problème africain, quelle que soit la langue, quel que soit le contrée. Parce qu'en 1963, quand on refusait l'unité africaine, ce n'était pas seulement les francophones. C'était presque tous ces Africains qui venaient d'horizons divers, anglophones, lusophones et autres, qui, pour dire non à l'unité politique, économique, militaire de l'Afrique, ont préféré dans cette histoire bidon qu'on appelle OUA, dont on a les suites aujourd'hui. Et vous notez donc le silence assourdissant de l'Union africaine. Même pour murmurer, donc faire murmurer seulement, quand, pardon, libérer le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé, laissez-les. Monsieur Kagame et monsieur Mahamat Kébir tremblent de tous leurs membres. L'un est francophone, l'autre anglophone. Ils n'osent pas revendiquer cela. C'est ce mal-là dont nous souffrons. Et c'est bien, et ça l'honneur d'Afrique Média, d'avoir mis les cercles impérialistes dos au mur face à ce dossier. C'est à l'honneur des peuples ivoiriens et des amis des peuples africains d'avoir mis dos au mur les cercles impérialistes face à ce dossier. C'est pour cela qu'il y a cet embarras, mon cher Bachir. C'est pour cela qu'il y a ce long suspense. Ah oui. C'est pour cela que l'affaire Laurent Gbagbo, Blé Goudé est devenue un casse-tête chinois. Or, il y a la jurisprudence Bemba qui est là. La jurisprudence Bemba a été fabriquée par la CPI elle-même. Oui, Bemba, c'est vrai, toi tu es un beau garçon, tu es un gentil garçon, mais en réalité tu étais entouré de cadres assez indisciplinés qui n'arrivaient pas à maîtriser leur pulsion sexuelle. Donc piller à gauche, violer à droite, mais en réalité toi-même tu n'as pas commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. C'est vrai que tu étais leur patron. Et on a libéré Bemba, sans bracelet, sans GPS, sans couvre-feu. Or, Laurent Gbagbo et Blé Goudé, qui eux n'avaient pas de milice, qui eux n'ont organisé aucune guerre, n'ont perpétué aucun crime contre l'humanité et aucun crime de guerre, on commence à dire qu'il faut des GPS et des bracelets électroniques. Appliquons simplement alors la jurisprudence Bemba, si la CPI est en soit peu un peu cohérente. Voilà les contradictions que Afrique Média et les peuples africains ont mis en exergue et ont placé les cercles impérialistes dos au mur, et notamment le lobby néocolonial de Paris. Merci mon frère Bachir. Merci donc à vous, Jean-Arthur Aoumou. Alors, quelques messages et puis on donne la parole à nos téléspectateurs. Mohamed Noubouba qui nous écrit depuis Tunis. Très belle émission à vous, cher Bachir. Rien qu'à vous suivre, j'ai retrouvé le sourire et l'espoir renaît en moi. Plus que jamais, je crois fermement à notre chère Afrique. Je salue la grande pertinence de vos invités, Passiandom Hubert et Tundi, Bertrand Tachinda et Jean-Arthur Aoumou. Jenny Jones, que cette cour infâme libère Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sans condition. Les histoires de bracelets électroniques, couvre-feu, muselage politique, résidence surveillée, etc. Nous les Africains, nous les rejetons. Qu'on libère tout simplement ces dignes fils d'Afrique et qu'on les laisse rentrer chez eux. Jenny Jones, merci à vous. Eh bien, un appel, Nguessan, depuis la Belgique. Nguessan, bonsoir. Allô? Solide et combatif par rapport à notre combat à tous. Eh bien, j'aimerais dire intervenir par rapport à plein de sujets, mais j'espère pouvoir avoir le temps d'y arriver. C'est-à-dire que je commence par la CPI. Donc, on a les nouvelles qui sont tombées ou pas du tout par rapport à la libération du président Laurent Gbagbo, et qui est effectif ou pas. Mais ce dont j'ai voulu parler par rapport à ça, c'est que jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel, en tout cas de la CPI. On sent bien qu'on a un avocat là que je n'ai pas envie de me tromper le nom,
qui essaie de culpabiliser Laurent Gbagbo ou bien de faire en sorte qu'il soit surveillé via les bracelets électroniques et autres. Je pense que c'est très insultant pour nous Africains. D'accord? C'est la peur de la France qui s'exprime en lui. Et je pense qu'il a touché des millions, qui prennent ces millions et qui se taisent. Mais ici, on est confiant et on pense que la lutte doit continuer et continuera de toute façon. Et à l'annonce ou la veille même de l'annonce que tout le monde attendait, qui n'est pas effectif, en tout cas ici, parce que je connais, je suis en Belgique, j'ai un frère qui est allé hier, déjà hier samedi, à la CPI, donc monsieur le président Laurent Gbagbo et son ministre, ils sont encore. Il a annoncé sur sa page Facebook qu'il n'y a pas encore eu de communiqué officiel qui sont toujours là. Et eux-mêmes ne savent pas pour l'instant. Donc, voilà. Et donc, je pense qu'à la veille de ça, il y a eu les chats que je n'ai pas encore entendu parler sur Afrique Média, les chats français, une colonne de chats de plusieurs kilomètres qui ont défilé la veille de cette annonce que tout le monde attendait, qui n'a pas eu lieu finalement, ou qui a été infectieuse. Eh bien, une colonne de chats, je disais, qui a sillonné donc les rues d'Abidjan, et ben voilà, vous aurez l'occasion de vous informer de la voie. Et c'est donc, encore une fois, c'est juste une insulte envers nous, Africains, et nos dirigeants, ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne, ceux que nous dirigent aujourd'hui. Franchement, c'est une insulte, et c'est ceux-là même qui inspirent, qui impulsent cela, ou qui esquivent cela. Donc, on aimerait donc attendre que nos dirigeants, en tout cas nos signataires, ceux qui ont les décideurs en tout cas, puissent prendre position et qui nous orientent, d'accord, parce qu'ils sont vrais, qui sont à la tête de nos États. On attend cela, surtout M. Kagame et tout ça. Il fait bien celui, il développe bien celui, mais on attend qu'il, au nom de l'Afrique, qu'il décide, parce qu'il est plus pour le poste aujourd'hui. Et je sais que je n'ai pas trop de temps, donc je vais un peu couper pour avancer dans ce que j'ai envie de dire. Permettez-moi, M. Bachir, s'il vous plaît. Il y a eu aussi, on a parlé de M. Henri Konan Bédié et son intervention et tout. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont été dites par rapport à son intervention. Je ne suis pas PDCI du tout, je suis le PDCI, c'est clair, en tant qu'Ivoirien. Mais je pense que, comme vous, panélistes, l'ont déjà dit, et depuis très longtemps, M. Konan Bédié a eu toutes les cartes pour faire fleurir la Côte d'Ivoire qui était déjà en bonne voie à l'époque. Mais il a manqué de stratégie, de vision. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vu la situation qui peut voir en Côte d'Ivoire, je pense que tous les enfants de la Côte d'Ivoire doivent s'unir, sans exclure le détesté John Soro. Je le déteste moi aussi, par rapport à ce qu'il a fait, mais c'est un sujet ivoirien. Il faut inclure tous les enfants pour libérer notre pays, parce que l'imposteur actuellement en Côte d'Ivoire fait trop de mal à la Côte d'Ivoire parce qu'il décide de tout, il naturalise en désordre et la Côte d'Ivoire n'a plus d'acquis. Allez, merci à notre ami Nguessan. J'ai oublié quand même de préciser à Nguessan que c'est en 2 minutes chacun pour que nous puissions avoir, donner la possibilité en tout cas à un maximum d'appelants. Madame Yao, bonsoir, depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur Bachir. Bonsoir, Monsieur Tassinda. Bonsoir, Pafendom. Et puis un bonsoir spécial à Monsieur Hubert Toundi. Parce que quand j'ai commencé à regarder Afrique Média, j'ai commencé avec Monsieur Hubert Toundi. Je suis très, très, très contente de le revoir revenir sur Afrique Média. Hubert Toundi, bonsoir. J'espère que vous êtes venu, vous êtes revenu, vous allez rester longtemps avec nous. Merci. Vous savez, nous, en Côte d'Ivoire ici, nous avons commencé à porter nos bracelets électroniques. Hein. Nous avons sorti les pirougeois, les strings, les cadenas et tout. Nous les avons tous mis au pied ici. Hein. On s'en fout. S'ils veulent qu'ils portent bracelet électronique au président Laurent Gbagbo, pourvu qu'il soit dehors. C'est tout. C'est eux qui gèrent la honte. L'Occident gère la honte.
En 7 ans, vous n'avez pas trouvé de preuves. Et vous voulez qu'il porte un bracelet électronique, couvre-feu, tout ça là. Mais c'est la honte. En Côte d'Ivoire ici, je vous dis, les enfants qui sont nés le 14 décembre, là, les parents ont décidé de les baptiser Laurent, soit Gbagbo, soit Brégoudé, pour vous dire que c'est deux messieurs qui sont là-bas là. Si la CPI veut même, la CPI n'a qu'à les manger, mais ils resteront toujours dans le cœur des Ivoiriens. Nous là, on attend seulement. Si la CPI dit paix là, le 14 là, ce qu'ils ont vu là, c'est échantillon. S'ils disent paix là, ils vont voir la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'ils ont peur. C'est de ça qu'ils ont peur. Et puis Bédier là, la sortie de Bédier là, vers la fin là, vous n'avez pas écouté? C'est Bédier qui a embrasé la Côte d'Ivoire, ce rebelle là. Vous n'avez pas entendu que, ouais, que même si Laurent Gbagbo a commis des crimes, il a essayé de payer. Quel crime? C'est plutôt lui, Bédier, qui est assis là, qui a armé les rebelles pour tuer ses compatriotes. Comme le partage a été mal fait, leur calcul, le RD est en train de les tromper. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils réclament la libération du président Laurent Gbagbo. Actuellement, je vous parle, les élections qui sont en train de... Ils sont en train de frapper les militants de PDCI. C'est bien fait. Merci. Pour votre appel depuis la Côte d'Ivoire. Emmanuel, bonsoir. Vous nous appelez de Chine. Oui, allô, Bachir. Bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Et bonsoir également à tout le panel, spécialement à monsieur Parfait Dom et Tatinda. Et j'oublie le nom de l'autre, des autres. Mais je voulais seulement leur remercier vraiment de leur sagesse. J'aime souvent les voir vraiment contribuer dans l'harmonie et dans l'entente. Vraiment, je suis vraiment très fier quand je les vois. C'est votre émission qui nous met de la baume au cœur aussi en Chine. Vraiment, nous sommes fiers de vous voir tous. À Oumou également que je vois les cas. Oui. Et mon frère, comment dire, mon cousin, voilà, je vous ce nom. Nous sommes vraiment fiers de vous entendre ici depuis la Chine. Je vous encourage vraiment. Merci, Bachir. Allez, merci Emmanuel. Un grand salut. Très bien. Un grand salut donc à tous ceux qui nous suivent, hein, qu'ils soient à Guangzhou, à Pékin ou n'importe quel autre coin de la Chine. Ils sont les bienvenus. C'est à l'honneur d'Afrique Midi, en tout cas, de vous savoir très nombreux à l'écoute. Bonsoir, Narcisse Kouassi. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, le panel. Bonsoir, mon fan Bertrand. Et puis, Monsieur Tundi, merci d'être venu. Vraiment, n'allez plus, ne retenez plus. Travaillez pour les Africains, travaillez pour nous. Et sans oublier Aoumou, mon chef d'œuvre, et puis Bassi, mon frère, et puis Parfait d'homme. Je vous embrasse tous là-bas, que Dieu vous garde. Et le combat que vous avez commencé pour les Africains, vraiment, les Africains vous aiment, les Africains vous disent pardon, les Africains vous embrassent, et puis que Dieu vous protège. Et longue vie. Bassi, je suis ivoirien, mais j'ai toujours dit que notre ennemi, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Et ces gens d'ennemis-là, il fallait qu'on le foute sous la terre. J'ai toujours dit ça. C'est dommage de le redire à chaque fois. Mais l'Africain aime la chicotte. Et c'est un frère. C'est même pas un compatriote, hein, c'est un frère africain qui a envoyé son frère africain aller jeter son frère dans la gueule des loups pour qu'on nous humilie. Draman Ouattara. Vous voyez des espèces comme ça, des espèces, et ces gens d'espèces, il y en a plein en Afrique. Qu'est-ce qu'on doit faire? La solution est simple. Il faut les extirper et les foutre sous la terre. C'est tellement simple, il n'y a pas de calcul à faire. Parce que si on ne le fait pas là, eux, ils ont un petit groupe, ils sont peut-être 100, ils vont se mettre ensemble en concubinage avec les Blancs pour nous mettre encore les chaînes au cou. Donc il faudrait qu'on les cherche dans toute l'Afrique et puis les foutre sous la terre parce qu'ils sont nuisibles. Ils sont nuisibles aux Africains. Cela doit partir. Alors je demande à mes frères ivoiriens, on n'est qu'à sécher nos larmes. Séchons nos larmes, ça fait mal, j'ai mal au cœur, mon cœur saigne. Et vous qui êtes sur le plateau, je sais que votre cœur saigne parce que vous êtes des humains. Et vous n'allez jamais accepter ça. Moi, je ne vais jamais accepter ça.
séchez vos larmes, mes frères. On va les attraper un à un. Ils vont rentrer dans le trou, on va aller les chercher. Et puis on va leur faire la même chose. Séchons nos larmes. C'est tout ce qu'avait dit Bachir. Merci Narcisse. Merci encore d'être. Merci Narcisse Kouassi pour cet appel. Nous restons au téléphone. On va encore prendre d'autres appels. Et cette fois-ci, c'est madame ou mademoiselle Christelle Assois qui nous appelle depuis la Belgique. Bonsoir Christelle Assois. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Bachir, je vous salue. Bonsoir. Je salue très respectueusement vos panélistes, Monsieur Tatinda, Monsieur Parfendom et Monsieur Aoumou, ainsi que l'autre panéliste. Je voulais juste dire que va venir le temps de la réconciliation. On est déjà très heureux. De toute façon, la libération du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, même si elle n'est pas encore actée totalement, va se faire. Va venir le temps de la réconciliation et il faudra maintenant travailler à vraiment réunir les Africains, les Ivoiriens vers un seul et même objectif, celui de vraiment sortir de l'esclavagisme monétaire, de la domination face aux puissances impérialistes, et que les gens regardent maintenant vers la seule et unique direction, celle de l'autonomie financière, celle de l'indépendance et celle de la sortie vraiment de tout ce qui est franc CFA et système CFA. Donc vraiment, c'est ça le défi de l'Afrique, mettre la France dehors de toute notre politique financière, économique, politique, recouvrir à notre indépendance et à notre autonomie, notre souveraineté. C'est vraiment ça le travail qu'il va falloir faire, quoi. Mais sinon, j'aimerais remercier Afrique Média pour son travail qu'il a fait, pour vraiment l'éclatement de la vérité et pour avoir motivé les troupes, mais aussi pour toutes les personnes qui se sont déplacées à La Haye et qui ont manifesté leur encouragement pour la libération du président Laurent Gbagbo. Voilà, très bonne journée à tous et merci pour votre émission. Au revoir. Merci Christelle Assois pour cet appel. Loualeka qui nous écrit et qui vous salue d'ailleurs en passant. Si la CPI interdit au président Laurent Gbagbo et Blé Goudé de rentrer chez eux, pardon, qu'ils viennent au Cameroun. Nous allons tous cotiser pour eux et on va les bichonner au Cameroun. Merci Loualeka depuis Nantes en France. Eh bien, un dernier appel pour cette série. Qui nous appelle? Mebo Meta, bonsoir. Allô, Bachir, vous m'entendez? 5 sur 5. Voilà, c'est qui depuis le Canada, bon, je vais essayer d'aller très rapidement par le petit bout qui m'était resté dimanche dernier parce que c'est très important. Je dis bonjour à tout le monde sur le plateau et dites à M. Etundi que c'est un gars de Nguel-Mendouka qui parle, et puis là où je vis, je tiens la traîne, voilà. Alors, donc, nous sommes de cœur avec Gbagbo, il n'y a pas de problème là-dessus. Je voudrais prendre donc mes 2 minutes pour la situation du Cameroun, je l'avais déjà dit. Le Cameroun a un problème fondamental de gouvernance. Et ce gouvernant-là, je vais la qualifier gouvernance du développement. Et comme je l'avais déjà dit dimanche dernier, la gouvernance ici est vraiment systémique, c'est-à-dire que tous les secteurs sont interreliés les uns les autres, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alors, ce que j'avais voulu illustrer dimanche dernier, Bachir, prenons le temps. Un axe temporel à partir par exemple de 1980 jusqu'à, on va dire quoi, aujourd'hui, 2018. Et puis l'axe vertical, on essaie de mesurer quoi, la performance du développement, les indicateurs, bref, le niveau du développement comme tel. Et puis on prend donc comme ça un Cameroun secteur par secteur. Par exemple le secteur du football, disons du sport, qui est internationalement relié aux autres. On va se rendre compte que, bon, malgré les petits hauts et bas qu'on a eus, la courbe est globalement descendante. Elle décroît cette courbe-là. Alors, donc, stratégie, on prend cette courbe, on voit les points là où il y a eu croissance, bien là où il y a eu succès. On fait exactement l'inverse de ce qui a fait que, n'est-ce pas, il y ait des échecs. Voilà. Moi, je tire mon chapeau à Parfendom, que je vois bien sur le plateau au niveau de ses analyses. Et puis, je voudrais terminer maintenant, Bachir, s'il vous plaît, avec un concept, n'est-ce pas, qui est de plus en plus enseigné dans les écoles de développement, j'allais dire les facultés de sciences politiques et tout, ce qu'on appelle la fragilité ou bien la vulnérabilité d'un État. Je me limite juste à 2 indicateurs qui caractérisent la vulnérabilité d'un État. 1, l'hypercentralisation du pouvoir. Ben, écoutez, voilà, il suffit que quelque chose se passe au sommet de l'État, le chef a le palu, ben, c'est tout le système gouvernant qui est à terre. L'autre élément, c'est par exemple au niveau infrastructurel. Nous avons 2
plus grandes métropoles d'un pays qui sont reliées que par une seule infrastructure. Ben voilà, il suffit que cette infrastructure-là soit à terre, ben voilà, on se déverse sur une autre infrastructure qui, elle, n'est qu'unique également. Et on sait le résultat, près de 1000 morts. Alors donc voilà un peu vraiment ce qui, la problématique qui sous-tend vraiment le Cameroun. Et vraiment, je félicite tous les analystes qui sont en train d'être faits sur le plateau. Je pense à une fois de plus ce que dit Parfait. Donc il faut bien écouter ça. Alors donc mon frère Tundi, bon, je te dis bonjour et puis bon voilà. Bachir, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc vraiment, prenons cette courbe qui ne fait que décroître et voyons justement ce qui a milité à cette décroissance-là. Et on fait justement l'inverse s'il faut mettre les gens à la porte parce que c'est eux qui ont milité pour la décroissance de la courbe. Et puis on le fait. Très bien. Allez, merci Guy pour cet appel depuis le Canada. Et bien sûr, voilà qui nous ramène donc vers le plateau, messieurs. On va boucler cet autre sujet. Commençons par vous, patient Parfait d'homme, puisque vous êtes le plus proche en tout cas. Alors, et ma question, elle est aussi simple. Pourquoi l'Union africaine n'a pas dit mot jusqu'ici, en 7 ans, sur la question de Laurent Gbagbo et Charles Blé Bouté? Vous savez, cette terrible année 2011, c'est vrai que c'est l'une des années qui vont rester gravées dans nos mémoires, dans l'histoire de l'Afrique, comme l'une des années les plus maudites. Parce que c'est au cours de cette année qu'une certaine dame, Mme Hillary Clinton, pour la citer, est venue au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en pleine assemblée générale de l'Union africaine, dont des présidents, pour dire au président africain de lâcher Kadhafi. Sans que dans la salle, on ait pu noter une quelconque réaction. Donc, vous parlez de l'Union africaine. Vous parlez de l'Union africaine, Bachir, par rapport au cas du président de Laurent Gbagbo. C'est cette même Union africaine qui avait pu, on nous avait annoncé qu'ils ont pris la décision de se retirer tous de la CPI. Oui. Faisons le bilan, on est où? 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, où en sommes-nous? Qui va faire le pas en premier? Et on a même été surpris de voir certains présidents, quand nous continuons d'habiller des touches de panafricains, faire des photos, des selfies avec Mme Bensouda à New York. On l'a vu ici. C'est ça le problème de cette Union africaine. Je continue de dire que nous avons un gros problème, surtout dans la zone francophone, parce que nous n'avons pas encore des dirigeants qui sont à la hauteur des enjeux. Il nous faut de véritables patriotes qui sont à la hauteur des enjeux. C'est eux qui pourront nous permettre de faire des pas qualitatifs dans tous les domaines. Mais tant que nous avons ces hommes, excusez-moi le terme, mais donc la plupart sont des hommes liges de l'Occident, qui va faire le pas en premier? Et ça revient à la question de notre unité. Nos États, tels qu'ils sont là, ils sont trop faibles pour pouvoir résister aux pressions qui viennent de l'extérieur. Un mot de l'Union africaine sur la question Gbagbo-Blé Bouté serait-elle perçue comme de l'ingérence dans les affaires judiciaires de la CPI? Mais quel judiciaire? Je reviens sur le cas des États-Unis. Trump allait très loin avec son, je sais pas, son ministre là. Il a dit, si vous continuez comme ça, je lance un mandat d'arrêt contre toi, Bensouda. Et puis je dissout votre affaire là. C'est ça la force. C'est ça qu'on n'a pas encore en Afrique. C'est pour ça que les gars qui sont à l'Union africaine, quand ils vont parler maintenant, oui, mais les pays ont adhéré à la CPI individuellement. Donc il faut qu'ils sortent individuellement. Qui va donc faire le premier pas? C'est ça. Ils sont malades, ils se soignent en Occident. Ils nous disent qu'ils nous ont fait des hôpitaux aussi, mais les hôpitaux, c'est pour... Oui, c'est pour les personnes, les gens que nous sommes, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Ils passent des vacances en Occident. Vous savez que Laurent Gbagbo ne désignait pas, hein? Il n'hésitait pas à aller passer des vacances, par exemple, en Gambie. Il s'y plaisait. On lui dit, tes armées doivent aller défiler à Paris. Il dit non. Ça est devenu défiler chez nous. C'est nous qui avons donné de notre sang pour qu'eux soient libres, et non l'inverse. N'est-ce pas? C'est une question de la volonté politique, du courage politique. Il nous faut des dirigeants qui ont un courage politique, qui disent à la face du monde non. Ce que vous faites là ne tient pas. On ne peut pas l'accepter. Mais l'Union africaine ne peut pas. Regardez, depuis que les sommets se tiennent là, même le plan de Kagame, le dernier plan de Kagame, il a été réalisé à combien de pourcents? C'est ça le problème. Je vous avais dit, quand il y avait l'élection du président là, Moussa Faki Mahamat, j'ai dit que c'est un poste vide qui n'a aucune substance.
C'est un truc comme ça. En réalité, c'est le garçon de course de l'Assemblée des présidents. Il prend des décisions et on lui demande d'exécuter, c'est tout. Alors que ce poste-là, nous étions des gens sérieux, on devait y mettre du contenu et un certain pouvoir. De telle manière que quand M. Faki Mahamat parle, qu'on sente que quelqu'un parle. Mais il ne peut pas parler. S'il essaie de parler, le président va lui dire qui t'a donné l'autorisation de parler, d'aller dans ce sens. C'est nous qui t'avons demandé de le dire. C'est ça l'Union africaine. Et on va toujours être victime des mensonges de l'histoire. Chaque fois quand je revais cette question-là, au début, à la création de cette institution, qui était l'OUA avant, parce que l'OUA qui est devenue l'Union africaine, il y avait deux camps qui se sont affrontés. Le camp de Monrovia et le camp de Casablanca. C'est le camp de Monrovia qui l'a emporté. C'est qu'il ne voulait pas de l'unité politique du continent contre le camp de Casablanca. Et j'ai dit que le nom de Union, Organisation de l'Union africaine, OUA, de l'unité africaine, il n'y avait pas le mot unité dedans. Mais c'est parce que quand tu traduisais ça en anglais, ça te donnait OAS. Hein? Dans leur première traduction qu'ils avaient, dans le premier truc, Organisation des États africains, donc Organisation of African States. Les Américains ont dit non, on ne veut pas le nom OAS parce que l'OAS était un groupe rebelle. Non, qui posait les attentats, un groupe qui était affilié à la France, en Algérie. C'est pour ça que maintenant, très embêtés, ne sachant pas quoi faire, ils ont dit bon, ok, on va dire Organisation de l'unité africaine, ils ont mis le U là-dedans. À la base, il n'y avait pas de U. Donc à la base même, les gars là ne sont pas pour l'unité de notre continent. Alors s'ils ne sont pas pour l'unité de notre continent, ils ne peuvent pas avoir ils ne peuvent pas parler d'une seule même voix. Regardez tous les sommets qui se passent dans le monde. Pourquoi l'Afrique ne peut pas déléguer 1 ou 2 personnes? Avant que la session de l'ONU se tienne, on fait nos réunions, on pose nos pions, on dit, nous, c'est ça et ça et ça qui nous intéresse. Oui. Allez, M. Bachir, va là-bas à New York, dire que c'est ça que l'Afrique veut. Qui? Chacun va aller se balader là-bas, souvent dans des salles qui sont vides, où personne ne les écoute plus. Ils font un discours, c'est comme un plaidoyer pro-domo, on ne comprend plus rien. Donc, le problème, cette Union africaine, elle aussi, elle a encore à construire. Oui. Elle sera construite par de valeureux fils d'Afrique comme Laurent Gbagbo, ou bien ceux qui vont prendre la graine sur le combat de ce digne fils d'Afrique. Et c'est seulement comme ça qu'on va avancer. Ceux qui vont essayer de reprendre le flambeau des vaillants. Je reviens parce qu'aujourd'hui, je crois que ça m'a piqué. Il faut que les Africains disent l'histoire d'Auguste Noneto. Oui. Ils seront très, 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 très étonnés de comprendre jusqu'à quel niveau certains Africains, au-delà du sacrifice personnel, ont engagé tout le peuple pour que notre continent soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais quand on voit ce que certains chefs d'État font de l'Afrique, quand on regarde ce que certains chefs d'État, de par leur soumission vis-à-vis de l'ordre international, sont en train de faire de l'Afrique aujourd'hui, on se demande, peut-être qu'il y a des gens qui sont morts pour rien. Mais non, ils ne sont pas morts pour rien, parce que vous, Bachir, vous êtes là encore pour animer ce débat et de redonner de l'envie, n'est-ce pas, et de l'espérance à la jeunesse actuelle. Ils ne sont pas morts pour rien, voilà. Ça c'est sûr. Merci en tout cas, patient parfait. Donc, Hubert Etundi, ma question reste toujours sur l'Union africaine. Pourquoi l'UA ne s'est jamais prononcé sur la question de Laurent Gbagbo? L'Union africaine souffre de son inféodation. C'est une union qui est inféodée à l'Union européenne. En termes de financement, en termes de stratégie, en termes même de représentation. Vous voyez, regardez la plupart des sommets de l'Union africaine. Vous voyez des gens qui arpentent les couloirs là. Je n'ai rien contre la peau blanche, hein, mais vous les voyez très nombreux. Quand vous voyez le sommet de l'Union européenne, vous voyez, vous pouvez faire cette confusion-là, vous ne pouvez pas faire. Donc ici, il y a une inféodation qui fait que, en réalité, ce n'est plus la pensée africaine, ce n'est plus l'agir africain. Ce n'est plus la mise en perspective des réalités, des problèmes véritablement africains. Donc, on vit une duplicité qui ne peut pas permettre un langage vrai et franc de nos réalités. Écoutez, lorsqu'on prend une personnalité comme Laurent Gbagbo, patient parfait d'homme vient de dire quelque chose, il faut le courage. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pris ce livre de Mattei, François. Il faut le courage. S'il n'y a pas le courage, et s'il n'y a pas l'esprit de sacrifice, et s'il n'y a pas un renoncement pour être soi,
C'est impossible. Ces gens-là, ces chefs d'État vivent la parade. Mais quand vous êtes dans le monde de la parade, vous voulez faire le paraître. Hein? Vous êtes dans un théâtre, vous portez le masque. Hein? Au lieu d'agir avec votre personnalité, votre être, votre en soi, vous faites le mimétisme. Non, vous ne pouvez pas. Un mimétisme même, je reviens sur Calix, parce que Calix a dit quelque chose vendredi dernier qui était très intéressant. Parce que si au moins on faisait le mimétisme dans le sens constructif, on pourrait arriver. C'est-à-dire essayer de voir comment l'occidental est attaché à ses valeurs. Comment il ne peut pas pervertir ses valeurs. Comment il ne peut pas vendre son pays. Comment il est jaloux de ses acquis. Donc on ne fait pas ce type de mimétisme. On fait un mimétisme béat, un mimétisme moutonnier et idiot. Voici ce que dit Laurent Gbagbo dans cette fameuse affaire de sa déportation, avant sa déportation. Permettez que je prenne toute la citation. J'ai prêté serment le samedi 14 décembre 2010 au palais, après que le Conseil constitutionnel eut statué sur les recours que nous avions déposés à la suite des fraudes massives constatées dans le nord du pays et après qu'il eut pris acte de l'incapacité dans laquelle se trouvait la commission électorale indépendante de se prononcer dans le délai à lui imparti. La veille, le vendredi 3, j'ai compris que tout pouvait se terminer très mal. Le Conseil constitutionnel venait de proclamer les résultats et me désignait comme vainqueur de l'élection. J'ai reçu le même jour un coup de fil de Nicolas Sarkozy. Et qu'est-ce que disait ce coup de fil? Je reste dans la citation. Il faut qu'on attire l'attention du monde entier pour comprendre comment un bandit, un voyou agit. Et c'est ça qu'on va nous dire, maîtriser le temps. Voici ce que dit le coup de fil. Il était furieux, entre parenthèses, il ne fallait pas que le Conseil constitutionnel fasse ça. C'est Nicolas Sarkozy qui parle. Non, 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 il ne le fallait pas. Il parle à Laurent Gbagbo et ils sont au téléphone. C'est la démarche d'un fou, et c'est Laurent Gbagbo qui continue, c'est la démarche d'un fou, pas celle d'un chef d'État. Comment peut-on se permettre aujourd'hui au XXIe siècle d'appeler un autre chef d'État pour lui dire une chose pareille au téléphone? C'est à ce moment précis que j'ai raccroché, que j'ai eu le sentiment que tout pouvait déraper. Je sais que les institutions des pays africains, ils s'en fichent. Nous parlons de l'Union africaine. Il s'agit après tout que de mettre leurs hommes sur le trône. Mais s'asseoir sur le Conseil constitutionnel d'un pays souverain dont la constitution a été calquée sur celle de la France avec autant de culot, comme ça, par téléphone, c'est une mauvaise blague. Je n'étais pas prêt à accepter cela. Donc vous voyez ici, c'est un monsieur courageux qui parle. Sarkozy appelle au téléphone et menace. Il dit, je ne l'accepte pas. Et il raccroche. Il raccroche et il poursuit. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui se suffisait de ses privilèges. Il sentait que, bon, je suis chef d'État, donc ça me va. Non. Il était là pour défendre le peuple ivoirien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la dame qui appelle, là, elle revient aux premières émissions que nous faisions avant. Le peuple ivoirien ne reconnaît pas en Gbagbo le président de la République, mais le leader. Le leader qui a éveillé les consciences pour les amener. La première citation que j'ai dit tout à l'heure, j'étais prêt à faire sortir la Côte d'Ivoire de cette dépendance. Mais Nicolas Sarkozy a sorti un gourdin. Non, c'est pour dire que tous ces chefs d'État, 54 pays, c'est vraiment étonnant. Ça ne se comprend même pas. Ça ne se comprend pas pourquoi. Parce que lorsqu'on regarde ces chefs d'État, lorsqu'on regarde quelqu'un comme Emmanuel Macron, on peut dire qu'il est le fils de Paul Biya de très loin. On peut dire la même chose du président équato-guinéen, Obiangema Mbasogo. On peut dire la même chose de tous ces présidents. Comment expliquer que ces gens-là ne prennent pas une position par rapport à la dignité du peuple africain? Lorsqu'il est constaté dans tout ce que nous avons dit, depuis l'ouverture de ce procès, que ce dossier est vide. Lorsque nous faisons le parallèle de la menace que Donald Trump vient de faire à Madame
Bensouda. Qu'est-ce qui retient ces personnes, ces personnalités qui ont déjà pris de l'âge? Ils n'ont plus rien à gagner, ils n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce qui les retient? Quel attentisme? C'est des questions qui se posent avec une telle gravité qu'on a envie de se dire, est-ce que l'Afrique avec ses chefs d'État est maudite? On ne peut pas se dire que l'Afrique est maudite parce que là, on sait aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, que l'espoir est donné, qu'une lumière se lève et que quelque part, il y aura des personnes qui vont suivre la trace et la route de Laurent Gbagbo et qui vont en réalité tenir tête à l'Occident, tenir tête à la France, parce qu'en réalité, c'est la France qui régit le précaré français. Tout à fait. Merci Hubert Etundi. Des personnes d'ailleurs comme Gbagbo qui de plus en plus, on en trouve sur le continent, je veux dire dans le peuple. Tout à fait. Merci Hubert Etundi. Jean-Arthur Aomo, je me retourne vers vous et également pour clore ce sujet avec vous aussi. Alors, je voudrais quand même comprendre, comme tout autre Africain, qu'attendent les juges pour se prononcer, tant il est que tous les 3 juges aujourd'hui sont d'accord du fait que Laurent Gbagbo, en tout cas, ils ne sont pas contre sa libération provisoire, et ainsi que Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'ils attendent donc pour se prononcer jusqu'ici? Y a-t-il des injonctions qui devraient venir de quelque part? Comme je n'ai pas l'obligation professionnelle journalistique qui est la vôtre et que vous respectez si bien, et c'est votre mérite, il y a effectivement des injonctions des cercles impérialistes. Je vous ai parlé tantôt du lobby néocolonial de Paris, la France-Afrique, premier groupe de pression. Il y a Washington qui est là. Il y a donc Wall Street et le CAC 40 qui sont là. Il y a votre fameux Conseil de sécurité qui est là, garant donc de l'ordre capitaliste inégalitaire et foncièrement raciste, et d'un racisme anti-noir primaire. Voilà d'où viennent les pressions. Donc les juges qui ont encore un tout petit peu, qui n'ont pas encore avalé leur honorabilité, et ne veulent quand même pas jeter à la poubelle les années, des années d'études de droit et de pratique de droit, ces juges-là veulent libérer le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé. Mais il y a ces pressions-là, parce que le procès Laurent Gbagbo Blé Goudé, ce n'est pas un procès juridique. C'est inutile de vouloir l'enfermer dans le carcan du juridisme. Ça ne tiendra pas, même pas une seconde. C'est un problème politique et de l'ordre de l'impérialisme. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont le symbole de la négation de l'impérialisme et du néocolonialisme et donc de la suprématie blanche. Ça, il faut bien le dire. Ils ne savaient pas qu'au sein des peuples africains, il y a encore une telle force, une telle volonté de puissance. Et Gbagbo et Blé Goudé sont la manifestation de cette volonté de puissance-là. Et c'est ça qu'ils veulent étouffer. D'où leur embarras. Comme ce sont les mêmes qui, avec leur pléiade d'ONG et leurs médias, ont voulu tromper le monde, disant comme quoi ils étaient des fervents partisans des droits de l'homme. Ils sont embêtés, ils sont dans leur propre contradiction. C'est parce qu'effectivement, toute honte but, ils ne savent pas comment faire. Mais il y a à faire. Je leur ai dit, il y a, les juges prennent leur courage à 2 mains, c'est pas seulement au nègre que ça en manque, et prononcent un non-lieu. Les juges ont la jurisprudence Bemba et libèrent le président Blé Goudé, le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé. C'est aussi clair que ça. Mais il y a l'Union africaine. Ne la déculpabilisons pas. Quand Mamar Kébir a donné des injonctions au Gabon, les chefs d'État ne s'étaient pas encore réunis. C'était un peu trop facile. Qu'ils parlent quand même. Kagame c'est quand même de donner la voix quand il s'agit du Congo démocratique.
Mais qu'il parle quand même. C'est parce que l'Union africaine est une agence néocoloniale qui est sous supervision financière de l'Union européenne. Et les 3/4 des dirigeants de l'Union africaine sont des marionnettes de Paris ou de Londres ou de Washington. C'est ça le nœud du problème. Je le répète, ce n'est pas seulement un problème des francophones qui montent. C'est un problème des 3/4 des pays africains qui n'ont pas encore pu obtenir leur souveraineté. C'est aussi les contradictions de l'Union africaine. L'Union africaine a un cas de conscience. Avoir lâchement livré Laurent Gbagbo et Kadhafi. Et l'Union africaine n'a pas le courage d'appliquer ses propres résolutions qui avaient été données. Le retrait, la CPI. La Gambie de Yahya Jammeh, dont nous parlons tout à l'heure, l'a fait. Tout de suite, le premier acte de son successeur, très démocratiquement élu selon les officiers néocoloniales et impérialistes, le premier acte du successeur de Yahya Jammeh, c'était de rentrer à la CPI. Seul le Burundi l'a fait. Le Burundi n'a pas une superficie continentale. Les Philippines n'ont pas une superficie continentale. Les Philippines se sont retirées. Donc les pays africains individuellement peuvent le faire, tout au moins en appliquant les résolutions de l'Union africaine. Et l'Union africaine a l'obligation de donner de la voix pour enfin retrouver un brin de dignité, pour enfin se réconcilier avec elle-même et les peuples africains, en exigeant la libération inconditionnelle du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. C'est aussi simple que cela. Ne tournons pas autour du pot. Regardons les responsables directs. Et là, lâcheté visible, palpable, concrète. Donc, à ce niveau, comme pour mieux répondre à votre question, je redis, si les juges aujourd'hui hésitent, ce n'est pas parce que tous les juges sont tous faux. C'est parce que la CPI dépend de Paris et du Conseil de sécurité. Et a été mise sur pied pour brider l'émancipation des peuples africains et des dirigeants africains qui oseraient remettre en question l'ordre international unique. Et donc là aujourd'hui, ces cercles-là dont se mobilisent et disent, attendez voir, ne soyez pas pressés, on va voir comment on pourra le libérer et de quelle manière on peut le faire. Pour qu'on prépare, il faut d'abord qu'on prépare bien l'artillerie médiatique et de la multitude des ONG pour faire avaler la pilule de ce qu'on lancera à ces négrions-là. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère Bachir. Ce n'est pas qu'il y a un problème de droit. Il n'y a pas de problème de droit. Le problème de droit a été réglé depuis des années. C'est un problème politique. Il faut simplement que la CPI ait la volonté, le courage d'appliquer son droit. C'est tout. Très bien. Merci Jean-Arthur Aoumou. Enfin, Bertrand Tatinda. Disons, Bachir, que parlant de l'Union africaine, M. Aoumou vient de tout dire. Quand vous regardez l'Union africaine, il faut déjà regarder la position de l'Union africaine au plus fort de la crise. L'Union africaine va valider un médiateur dans cette crise, M. Blaise Compaoré. Mais M. Blaise Compaoré était un acteur, c'est-à-dire, de fait, son territoire était en quelque sorte la base arrière. Voilà l'Union africaine. L'Union africaine va en quelque sorte valider les positions de la CEDEAO, qui menait en fait la tête de proue au sein de cette CEDEAO. C'était M. Goodluck Jonathan. M. Goodluck Jonathan expliquait déjà qu'il faut que, effectivement, le Nigeria, à lui seul, peut constituer une armée pour déloger le président Gbagbo. Or, à cette époque-là, nous sommes en 2010 et pratiquement 2009-2010. Il a déjà de gros problèmes de terrorisme au nord du Nigeria. Ouais. La situation sociopolitique est déjà dramatique au sein du Nigeria. Donc, voilà les positions, en fait, que va valider l'Union africaine. Il n'y a jamais eu véritablement une conférence de chefs d'État au sein de l'Union africaine pendant les sommets de 2008, de 2010, 2011, pour parler du problème de la crise ivoirienne. Jamais.
Ils vont même commettre une véritable gaffe, M. Parfendom va le dire. C'est ouvrir le sommet des chefs de l'État à Mme Clinton. Mme Clinton va venir en plein sommet des chefs de l'État, venir carrément intimer au chef de l'État de lâcher le président Gbagbo. Et vous avez aussi un certain nombre de kyriels, en quelque sorte, d'opposition antagoniste au sein de l'Union africaine. Vous avez le gros problème, la rivalité entre le Maroc, l'Algérie et en quelque sorte même entre guillemets l'Égypte. Le Maghreb ne va pas se sentir concerné par cette histoire. Or, c'est quand même de grands pays africains. Ce sont de grands pays africains. S'il faille même, en quelque sorte, mettre sur pied un embryon d'armées africaines, on ne peut pas se passer de ces pays parce que le Maroc a de grandes académies militaires, ça il faut le dire. Le Maroc forme un certain nombre d'officiers. L'Algérie a l'équipement qu'il faut. L'Algérie, c'est 40 milliards de dollars d'équipement en termes d'équipement militaire. L'Égypte est pratiquement une puissance militaire au point d'avoir même des destroyers. Donc, s'il faut bâtir un véritable embryon d'armée africaine, or, dans le problème ivoirien, vous n'avez aucun leader du Maghreb qui s'est prononcé. Le président Kadhafi va faire quelques déclarations, après il va se taire, mais le président algérien, ils ne vont pas se présenter. Vous avez la SADC. La SADC comporte de grands pays, mais on a comme l'impression que les responsables de la SADC, en fait, ne s'occupent que des problèmes de leur sous-région. Ils ne regardent pas plus loin que leur nombril. Vous avez des pays de la SADC qui ne... D'ailleurs, aucun ne va être médiateur. Il va accompagner un médiateur même déjà qui faussait même déjà les règles, les règles du jeu. Et quand vous regardez en quelque sorte l'Union africaine, il y a quoi? Il n'y a pas d'unité politique. Il n'y a pas d'armée continentale. Il n'y a même pas de droit de veto au Conseil de sécurité. Oui. Parce que voilà le gros problème. C'est-à-dire que cette criminalité-là, aujourd'hui, quand vous demandez à M. Sarkozy, qu'est-ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, il vous répond avec un ton hautain et dit que vous m'accusez, moi? Avec que cette histoire a été en quelque sorte votée à l'ONU avec une résolution dont le Conseil de sécurité était en quelque sorte un espace où on allait chercher un permis de tuer, c'est-à-dire et on habillait ça sur le plan juridique et on venait en fait l'appliquer. Et quand vous n'êtes pas présent au Conseil de sécurité, or à cette époque en 2010 et en 2011, on vit l'unilatéralisme mondial à fond. La Russie ne s'occupe pas de ces problèmes. La Chine est là uniquement pour tirer sa croissance. Elle est dans des problèmes d'ordre économique. Elle ne se prononce pas. Donc le Conseil de sécurité est dominé par qui? Par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et par la France. Et les États-Unis, leur zone d'influence, ce sont les monarchies du Golfe. Donc, vont laisser libre cours à la France de pouvoir amener des résolutions, de les faire rédiger. C'est à la limite l'ambassadeur français à l'ONU qui rédigeait en fait toutes les résolutions. Donc, l'Afrique va se retrouver là, impuissante. Comment je vais dire que, en quelque sorte, disséminée dans des désaccords pas possibles. L'Afrique ne parlera pas d'une même voix. La CEMAC ne va pratiquement même pas se prononcer, plus ou moins. Donc, on va vivre cette situation-là pratiquement en 2010. Ouais. Mais sauf que ça va sonner une forme de réveil. C'est-à-dire que même au niveau du peuple, je crois que la situation de la Côte d'Ivoire va inspirer énormément d'Africains et même les responsables de cette chaîne à mettre sur pied cette chaîne, Bachir. Ouais. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'il faille dire sur une histoire comme celle-là. C'est de dire que souvent, on a l'habitude même de se dire que est-ce qu'à quelque chose, malheur n'a pas été bon, Bachir? Et bien sûr, ça a suscité en tout cas le réveil. Les Africains qui, pour beaucoup, s'étaient, pourquoi pas, endormis après la guerre des indépendances. Bastien Ndom, je voulais clôturer une petite minute. Non, c'est-à-dire qu'il y a quand même un volet qui a été dit, mais on n'a pas insisté là-dessus. Lequel? Il faut quand même dire que le président Gbagbo représente un mauvais exemple pour plusieurs chefs d'État africains. Ah, d'accord. Il représente un mauvais exemple pour plusieurs chefs d'État africains et pour certains peuples africains qui auront tendance à exiger qu'ils puissent avoir des présidents comme Laurent Gbagbo. Je vous rappelle que quand cette affaire-là a fini par se dénouer par les armes avec la barbarie française, la sauvagerie française en Côte d'Ivoire, 2 présidents africains, et pas des moindres, dans notre sous-région Afrique centrale, sont prononcés. Le premier, c'est M. Sassou Nguesso, dans une interview fleuve dans le journal Jeune Afrique, il faut le citer, et qui expliquait que Gbagbo a perdu les élections, il faut qu'il dégage. Le second, c'était M. Ali Bongo, qui a dit que non, il faut que Gbagbo arrête de faire le cinéma, il faut qu'il dégage. Pourquoi? Parce que ces 2 chefs d'État, au même moment, étaient en difficulté de légitimité vis-à-vis de Paris. Donc, vous avez besoin de l'appui de Paris pour rester au pouvoir. Ils ont sacrifié leurs collègues
pour se maintenir au pouvoir. Voilà l'Afrique, Bachir. Alors, quand on n'a pas le courage de dire ces vérités-là, ça veut dire qu'on ne veut pas avancer. Il faut, de temps en temps, mettre le doigt à ces endroits-là qui font mal. Parce que c'est ça qu'il s'agit. On a besoin de véritables patriotes à l'intérieur de nos États. Tant qu'on n'aura pas ça, on va encore avoir des drames comme ce qui est arrivé à ce digne fils d'Afrique. Merci, Patient Parfait d'Homme. Voilà qui complète donc notre thème sur la liberté provisoire à Gbagbo et Blé Goudé. Et pourquoi tant de suspense à la CPI? Nous restons toujours, en tout cas, dans ce suspense-là. En attendant, prochain sujet après la transition. Afrique Média, le monde, c'est nous. Le Congo, RDC, donc, accuse l'Union européenne d'ingérence dans le processus électoral en cours. Et l'avocat d'Emmanuel Ramazani Chadari, d'ailleurs, le disait en maintenant des mesures restrictives à l'encontre de M. Chadari, candidat à la présidentielle. Le Conseil s'est laissé prendre position dans le débat démocratique interne au Congo. Eh bien, doit-on y voir comme une sorte d'acharnement sur un candidat? On s'interroge. Et je voudrais donner la première parole, et on va d'ailleurs longuement échanger avec vous, Luc Michel, sur cette question, puisque vous avez, en tout cas, vous ne vous êtes pas prononcé sur le sujet CPI. Alors, comment vous analysez les dessous de cartes de l'action de Bruxelles, qui est d'ailleurs, il faut le préciser, le siège de l'Union européenne, mais aussi, vous le dites très souvent, capitale du néocolon belge, ce sont vos expressions, dans la région des Grands Lacs, en RDC et au Burundi. Eh bien, comment vous expliquez le fonctionnement de lobby néocolonial belge sur la RDC? J'expliquais hier dans l'édition spéciale consacrée à la RDC que c'était à la fois l'échec assigné à l'Union européenne au Congo, c'est-à-dire la captation des élections et l'adoption d'un candidat unique de l'opposition, qui expliquait le dépit et la colère de Bruxelles. Bruxelles, à la fois siège de l'Union européenne, mais aussi Bruxelles, capitale de l'ancien colon belge. Je ne reviendrai pas sur mon analyse d'hier. Disons que, en refusant le financement des élections par l'Union européenne et la NDI américaine, et en refusant la présence de moniteurs occidentaux, ceux du Parlement européen, mais aussi ceux de la NDI à nouveau. La NDI, c'est la vitrine légale de la CIA, organisme d'État financé par le budget du gouvernement américain, dirigé de façon bipartisane par le Sénat et le Congrès des États-Unis, et qui est chargé, depuis les années Reagan, de la captation des élections dans les pays qui sont rétifs à la domination occidentale. Je n'en reviendrai pas. Je vais aujourd'hui examiner quel est le rôle de l'Union européenne et spécifiquement de la Belgique dans le dossier de deux pays pour lesquels le cas est similaire et l'action de déstabilisation conjointe, c'est la théorie des dominos, c'est la République démocratique du Congo et le Burundi. C'est dans cette espèce de division occidentale du travail de déstabilisation qui fait que chaque allié de Washington est spécialisé, l'Union européenne, elle est particulièrement en charge de la déstabilisation de la région des Grands Lacs. Et au sein de cette Union européenne, il y a un lobby belge, je vais expliquer en quoi il consiste, qui est présent à la fois au Parlement européen, à la Commission européenne, mais aussi au Conseil des droits de l'homme de Genève, où il produit attaques, déstabilisation et rapport sur rapport contre Bujumbura et Kinshasa. Le lobby belge, il s'appuie sur un accord avec Kigali depuis 30 ans pour déstabiliser la région des Grands Lacs, la plonger dans le chaos et piller cet État-continent qu'est le Congo ex-belge. Il faut rappeler évidemment, c'est que l'opération de déstabilisation, elle a toujours conjointement visé à la fois Bujumbura et Kinshasa. Les Occidentaux croient à la théorie des dominos. Ils pensent que s'ils abattent ou sèment le chaos dans deux des deux pays, il y aura des influences immédiates sur l'autre pays. Ils ont raison. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la résistance de Bujumbura accompagnerait la résistance de Kinshasa pour dégager ces deux pays qui aujourd'hui sont des exemples de la résistance
panafricaine. Derrière l'Union européenne, je l'expliquais, il y a un lobby belge. Il est constitué d'un réseau qui mêle politique, affairisme et grand business. C'est ce qu'on appelle les réseaux du MR, le mouvement réservateur, le parti libéral en Belgique francophone. C'est le parti de l'ancien commissaire européen Louis Michel et de son fils Charles Michel, l'actuel président, Premier ministre fédéral belge. Nous ne sommes pas parents. Il y a une fake news qui explique actuellement sur les réseaux que je serais le cousin de cette famille. Nous ne sommes ni parents, ni alliés, ni complices dans quoi que ce soit. Je suis un adversaire résolu de cette famille prédatrice, de cette dynastie bourgeoise qui, au moment où on critique les chefs d'État africains pour leur longévité au pouvoir, est aux affaires en Belgique depuis les années 1980. C'est ça qu'il faut savoir. Ce réseau du MR, il est particulièrement actif dans toute la région des Grands Lacs, Rwanda, Burundi, RDC bien entendu, mais il a aussi des intérêts et une action néfaste dans la Libye post-Kadhafi. Et bien entendu, derrière tout cela, cela vous explique par exemple pourquoi nous en avons débattu l'année passée. On a vu 10 milliards d'argent libyen saisis lors de l'attaque contre la Jamaïria de Kadhafi disparaître des comptes bancaires belges et restituer dans des conditions nébuleuses. Ni la commission d'enquête qu'on nous promettait, ni l'enquête judiciaire n'ont donné de résultats, évidemment, ont disparu des comptes et ont été restitués à des complices libyens de ces réseaux affairistes. Les réseaux du MR, ils sont liés au grand scandale actuel international qui fait la une régulièrement des journaux en Belgique, mais aussi en France. C'est ce qu'on appelle le Kazakhstan. Qu'est-ce que c'est le Kazakhstan? Ce sont des hommes d'affaires liés à la mafia kazakh, une ex-république soviétique d'Asie centrale, devenue belge, ayant fait voter une loi d'amnistie fiscale en Belgique pour ne pas être poursuivis. Ces gens s'appuient sur les réseaux de Sarkozy en France et les réseaux du MR en Belgique. L'ancien président du Sénat MR a été inculpé et l'ancien maire MR de Waterloo, personnage puissant, a même connu les cachots des prisons belges. Le Kazakhstan, en quoi concerne-t-elle l'Afrique? Eh bien parce que ces gens se sont alliés à une multinationale de l'acier suisso-belge qui s'appelle Duferco, et ces gens sont allés corrompre, en RDC précisément, un ex-premier ministre pour s'emparer d'un empire de l'acier datant de l'époque de Mobutu. C'est ça aussi la corruption en Afrique, c'est la corruption importée d'Occident. Il faut maintenant dire un mot sur les sanctions elles-mêmes. Les gens ne comprennent pas souvent quel est le but réel des sanctions. Le but, c'est pas de saisir des comptes qui sont inexistants pour la plupart, c'est pas d'empêcher les dirigeants du gouvernement congolais, tous les proches de Kadila, dont Ramazani Chadari, de visiter la Belgique. Leur but, c'est de leur interdire des contacts avec les puissantes diasporas congolaises de l'Union européenne, en particulier en Belgique. Il y a même à Bruxelles un quartier congolais qu'on appelle le Matongé, comme le quartier de Kinshasa. Il y a une diaspora importante en France, il y en a une en Italie. L'une des animatrices du lobby anti-Kabila d'ailleurs au Parlement européen, c'est une Congolaise d'origine naturalisée italienne. Elle a été ministre en Italie, elle est députée européenne aujourd'hui, c'est Cécile Kienge, et elle anime le lobby anti-Kabila pour le compte de la galaxie Soros et des Occidentaux. Le but, c'est d'interdire au gouvernement congolais, aux dirigeants de la majorité présidentielle, de venir rencontrer cette diaspora, d'y organiser des meetings. Il ne vous a pas échappé, évidemment, que Bruxelles, à la fois le Parlement européen, mais surtout l'ex-colon belge, parrainait l'opposition. Vous avez vu que le G7, qui était un groupement de l'opposition autour de Tshisekedi et Katumbi, s'était réuni à Jeanval. On l'appelait d'ailleurs le groupe de Jeanval. Jeanval, c'est une municipalité MR précisément, proche du Premier ministre belge Charles Michel, dans la grande banlieue de Bruxelles. Vous avez vu que Tshisekedi est mort en Belgique
que sa dépouille mortelle, que l'on ne laisse pas reposer au pays parce qu'elle est instrumentalisée par ses enfants, est toujours dans un frigo d'une morgue de la municipalité d'Uccle, toujours à Bruxelles. Vous avez vu que Katumbi voyage en Belgique. Vous avez vu que Bemba, il y a des propriétés, s'y est réfugié lorsqu'il a été libéré sur ordre des Américains de la CPI. Bruxelles, non seulement parraine cette opposition, mais avec les sanctions, elle empêche Kabila de travailler la diaspora, de venir s'expliquer près d'elle. Et ça vous explique d'ailleurs que cette diaspora est en grande majorité, on le voit lorsque des téléspectateurs téléphonent, violemment hostile à Kabila, parce qu'elle est uniquement travaillée par la propagande, notamment de la famille de Tshisekedi, de Katumbi, de Bemba et compagnie. C'est ça le but réel de ces sanctions, c'est ça le sale jeu que joue l'Union européenne et le néocolon belge dans cette affaire. Je voulais pour ma seconde intervention quand même aller au fond du problème et dénoncer l'immense hypocrisie de l'Union européenne et singulièrement de la Belgique dans cette affaire des sanctions contre la RDC. Et si nous parlions donc de démocratie et de droits de l'homme à Bruxelles, je vous ai montré ici un film d'arrestation. Il y avait une manifestation des Gilets jaunes belges à Bruxelles ce samedi. On a préventivement, c'est les photos que vous voyez, arrêté plus de 800 manifestants sur 2000. On a empêché les manifestations. On a même bloqué, barré l'autoroute entre Paris et Bruxelles pour que les Français ne viennent pas aider les Belges pendant la nuit de vendredi à samedi. Tout ceci se passe 30 heures avant le renouvellement des sanctions de l'Union européenne et de la Belgique contre le gouvernement de Kinshasa. Il faut quand même savoir ce qu'on reproche à Kabila et Ousiaï. On leur reproche quoi? D'avoir entravé le processus électoral. Et on a longtemps reproché à Kabila d'être un apprenti dictateur. L'apprenti dictateur, non seulement ne se représente pas, mais il offre à son pays quelque chose que le Congo n'avait jamais vécu jusque-là, une transition électorale entre un président et le suivant. Il faut quand même rappeler que la Belgique et la France, ces deux fleurons de l'Union européenne, ces deux parangons de vertu démocratique, ils ont participé à l'assassinat de Lumumba. Les Belges, il n'y a pas de doute, ils ont été pris la main dans le sac avec la CIA et le MI6 britannique. Une ambassadrice britannique au Congo a fait des aveux il y a 3 ans là-dessus. Et l'assassin de Lumumba, c'est un agent belge de la sûreté de l'État belge, des services secrets, a reconnu qu'il était l'assassin et exhibe sur sa bibliothèque pendant les interviews, dans un bocal, cet ignoble, la mâchoire du martyr congolais Lumumba. Ce sont ces gens ensuite qui ont soutenu jusqu'au milieu des années 90 la dictature de Mobutu, installée à la fois par la Belgique, par le roi des Belges Baudouin, qui au début se disait son ami, et par la CIA, dont Mobutu était un agent, avec tous les droits de l'homme bafoués, avec tout ce qui s'est passé depuis. On rappellera quand même qu'à un moment donné où Mobutu faisait pendre les journalistes à Kinshasa, eh bien, son premier ministre s'appelait Etienne Tshisekedi. Il y a, enfin, derrière tout ça, en ce qui concerne la Belgique, une nostalgie néocoloniale mal avouée. On en a encore un exemple, eh bien, précisément hier, dans le grand quotidien belge, la Libre Belgique, c'est l'équivalent du Monde à Bruxelles. Il y a un article pour dénoncer la nouvelle salle du Congo ex-belge au nouveau musée colonial de Tervuren. Bruxelles abrite un immense musée colonial, le plus grand au monde, et bien entendu, qui a de vastes collections pillées en Afrique, en particulier au Congo. Il y a un grand débat sur la restitution de ces biens culturels qui appartiennent au peuple congolais. Eh bien, la Libre Belgique a lancé un article, laisse exprimer des nostalgiques du colonialisme belge, qui disent qu'on manipule l'histoire dans cette salle, qui osent parler de révisionnisme historique et qui condamnent la condamnation de Léopold II, du génocide et du colonialisme belgicain. Voilà où on en est
dans un pays où de nombreux universitaires osent encore remettre en cause, un siècle après les œuvres fondatrices de Hopkins ou de Conan Doyle en Grande-Bretagne qui dénonçaient Léopold II le sanglant, il y a encore des universitaires pour dénoncer cette vision du colonialisme belge, le génocide du roi Léopold II. Heureusement, je tiens quand même à le rappeler, et depuis longtemps, tout le monde en Belgique ne partage pas cette vision des choses. Je suis là pour le démontrer. On a inauguré il y a quelques mois une place Lumumba dans la commune bruxelloise d'Ixelles. Et je rappelle souvent son exemple parce qu'il est en grande partie à la base de mon engagement politique très jeune. C'est mon arrière-grand-père maternel, Michel Heubrecht. C'était un jeune militant socialiste dans les années 1880-1885, au moment où Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha s'empare du Congo, en fait sa chose privée. Eh bien, mon arrière-grand-père manifestait avec ses camarades socialistes contre le colonialisme belge. Heureusement, il y a eu des justes en Belgique pour racheter la Babylone néocoloniale. Merci à vous, Luc Michel. Hubert Etoundi, l'enracinement de cette ingérence belge, comme on a pu l'écouter à travers l'intervention de Luc Michel, trouve ses racines, je me répète donc, dans l'époque même coloniale. Mais aujourd'hui, on se retrouve quand même, on est en 2021, il y a des élections, ce sera dans une semaine pratiquement, le 23 décembre donc, et la Belgique, ou plutôt l'Union européenne, de plus en plus est regardante, elle estime qu'elle a son mot à dire dans le processus électoral. D'où la réponse musclée du président Joseph Kabila, qui a dit que si Ramazani arrive au pouvoir, Emmanuel Ramazani, Chadari arrive au pouvoir, il ne va pas gouverner pour l'Union européenne, il va gouverner le peuple congolais. Ça, c'est tout dire. Mais il faut quand même... au-delà de ce que Luc Michel vient de dire, il y a une histoire lourde et très lourde. Vous savez, par exemple, que quand on regarde la disproportionnalité de cette histoire-là, un pays qui est 80 fois un autre pays en termes de superficie, la Belgique. Le Congo, c'est 80 fois la Belgique. Comment expliquer? Voilà encore des situations néocoloniales et impérialistes qui, en réalité, se présentent comme des scandales, des hauts scandales. Comment expliquer qu'un petit pays, c'est-à-dire la RDC, c'est 80 fois la Belgique. Comment expliquer que ce pays-là, comme venait de le dire Luc Michel, soit venu implémenter une telle domination, un tel impérialisme qui ne s'explique pas au Congo? Mais maintenant, laissons un peu cette histoire. Il y a eu évolution. Il y a eu Lumumba qui a été assassiné. Il y a eu, comme il disait, parce que Mobutu, c'était déjà un agent, journaliste de son État. Il s'est converti en agent secret. Il faisait des trucs pour les États-Unis. D'ailleurs, il a participé à l'élimination de Lumumba, mais lui-même a fini aussi très mal. On a vu Laurent Kabila qui est venu. On a aujourd'hui Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut dire dans cette affaire, c'est que Ramazani Emmanuel est ministre de l'Intérieur du gouvernement de Joseph Kabila. C'est-à-dire de 2016 pratiquement, on est en 2018 avant qu'on engage les élections. Donc l'Union européenne se fonde sur le fait que c'est lui qui a été le principal ordonnateur des arrestations qui ont été perpétrées lors des manifestations de janvier-février 2017. Et donc forcément, c'est une personne à abattre, c'est une personne à éliminer parce que il doit répondre des droits de l'homme qui ont été bafoués. C'est ce que dit l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en dehors de ces manifestations, il y a eu aussi la répression d'un mouvement religieux, parce que ça ressort dans leur rapport. Il y a eu aussi l'usage disproportionné de la force. Bon, là, il semble que l'Union européenne est suffisamment myope. Myope? Oui. Et pourquoi? Parce que, faisons un rapport. Prenons le gouvernement
de l'ex-chef justement du gouvernement espagnol. Prenons la situation catalane pour bien comprendre cela. Non, okay. En réalité, la Catalogne revendique son autonomie. Oui. Et dans la revendication de cette autonomie, il y a on organise une élection et les séparatistes gagnent cette élection. Et quand les séparatistes gagnent cette élection, Mariano Rajoy, parce qu'il n'est plus chef du gouvernement espagnol maintenant, utilise donc la force pour étouffer les indépendantistes. Or, ils ont gagné les élections. Et comment l'Union européenne se comporte? Pendant qu'on envoie, le chef du gouvernement espagnol envoie l'armée à l'assaut des 2 millions de personnes, des indépendantistes qui étaient sur la rue, l'Union européenne prend fait et cause pour le gouvernement espagnol. Mais attendez, est-ce que là, il n'y a pas eu violation, il n'y a pas eu des gens qu'on... D'ailleurs, pour la petite histoire, Carles Puigdemont et toute sa bande n'auront la vie sauve que parce qu'ils ont fui de nuit pour se retrouver à Bruxelles. Voilà une situation qui se passe en Europe et sous le nez de l'Union européenne. L'Union européenne aurait dû prendre des sanctions pour... contre l'État espagnol. Contre l'État espagnol. Mais curieusement, parce que ça se passe sous les pieds de l'Union européenne, parce que c'est de nature à désintégrer l'Union européenne elle-même, parce que c'est de nature à amener les troubles en Europe, non. Il faut plutôt aller du côté de ceux-là qui revendiquent aussi leur indépendance et leur souveraineté. Quand on revient au niveau du Congo, c'est ce que Joseph Kabila fait tous ces derniers temps. Il dit non au diktat occidental. Quand il dit non au diktat occidental, qu'est-ce qui fait que l'Union européenne ne lâche pas? Parce que ces sanctions sont d'ailleurs, elles ont tout simplement été maintenues. Parce que ces sanctions, c'est le 12 décembre 2016. Elles ont tout simplement été maintenues. On les a prolongées en tout cas. C'est des sanctions politiques. Elles n'ont rien d'économique. Parce qu'en réalité, l'Union européenne semble vouloir dire que non, il faut protéger l'ordre public, il faut protéger les populations, il faut défendre la paix. Mais ça n'a rien de cela, c'est des sanctions politiques. Ça veut donc dire que l'Union européenne ferme les yeux sur des réalités qui sont les mêmes réalités dans son espace pour venir défendre ses intérêts dans un autre espace. Ici, on voit un jeu, c'est un jeu d'intérêt. Qu'est-ce qui intéresse l'Union européenne? C'est de placer un opposant au pouvoir, un opposant au régime de Joseph Kabila, qui s'est vertement opposé contre l'Occident. C'est de placer un opposant... Ou quelqu'un du régime qu'ils pourront manipuler. Maintenant, en tout cas, Emmanuel Ramazani, c'est difficile de le manipuler, parce qu'en réalité, il est fidèle au président Joseph Kabila. Le problème est celui-ci, c'est le problème des richesses énormes de la RDC. C'est ça que l'Union européenne veut défendre. C'est ça que l'Union européenne veut sauvegarder parce qu'en réalité, ce sont des gros marchés. Il y a le colbad, il y a le coltan, il y a l'or, il y a toutes les richesses possibles. Et l'autre parallèle, c'est quoi? Pour voir la supercherie de l'Union européenne et que cette union ne s'intéresse que à ce qui est à son avantage. Lorsqu'en 2014, on a la situation de la Crimée, lorsque la Russie arrive à tracer la ligne rouge et annexer la Crimée et mettre en décomposition l'Ukraine, l'Union européenne se met à pleurer. L'Union européenne met en place des sanctions qui seront des sanctions inopérantes. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, l'enjeu là-bas, c'était le gaz. C'est-à-dire, ici, l'Union européenne a pris des sanctions contre la Russie pour défendre son intérêt stratégique, parce qu'en réalité, elle avait fait de l'Ukraine la porte d'entrée du gaz pour l'Europe, et la Russie a déstabilisé cela pour dire à l'Ukraine d'abord de s'acquitter de ses dettes qu'elle avait avec Gazprom. Qu'est-ce qui se joue donc ici? Il se joue l'intérêt économique des multinationales européennes. Quand vous regardez le Congo est pratiquement pauvre. Quand vous le regardez du nord au sud, il est pratiquement pauvre. Mais comment expliquer qu'un pays aussi riche, qu'un pays nanti de ses matières premières soit aussi pauvre? Si l'Union européenne
avait vraiment des sanctions à appliquer, il fallait appliquer ces sanctions pour faire la promotion du développement de la République démocratique du Congo avec toutes ses richesses. Or, ces sanctions ne veulent rien dire. Ces sanctions ont un parti pris. Ces sanctions, si en réalité, il fallait faire la mesure dans ces sanctions, il fallait aussi, on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez vous opposer à un régime, vous pouvez vous opposer à un ordre établi, mais en réalité, si vous cassez, si vous brûlez, si vous détruisez, vous contribuez à faire regresser les acquis. Oui. Et c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est ce qui appauvrit le pays. Pendant que les milices sont là, un peu partout, au nord Kivu, un peu partout, exploitent les richesses, on maintient le peuple dans la pauvreté. Et là, pour bien le maintenir dans la pauvreté, il faut utiliser la politique et c'est ce que l'Union européenne est en train de faire. Donc ces sanctions sont des sanctions inutiles et je félicite le président Joseph Kabila qui a dit fermement que ces sanctions sont inutiles et opérantes. Emmanuel Ramazani, qui est le candidat du régime, s'il est élu, il ne va pas gouverner à l'Union européenne, il va gouverner en République démocratique du Congo. Et il semble donc, pas qu'il semble, il serait souhaitable qu'ici, l'Union africaine, heureusement que nous venons de démontrer que c'est une coquille vide. Si l'Union africaine pouvait suivre président Joseph Kabila, on ne peut pas dire que c'est un ange, il a eu un gouvernement, mais en réalité, lorsque une institution comme l'Union européenne prend des sanctions contre un pays africain, il faudrait quand même que l'Union africaine, qui est aussi une institution de cette nature-là, puisse dire quelque chose. En tout cas, lui a s'est prononcé quand même dans le cas actuel.